Non. Stop. Non, je plaisantais, c'est pas si mal ton film. Non, Caroline possède cette seringue, non. Oh putain. Oh le cauchemar. Attends, mais pourquoi je suis sur une chaise dans une cave, moi? Et ligoté? Oh non, on a déjà fait le gag il y a 2 ans, c'était déjà cliché. Je suis presque sûr que dans certaines conventions, c'est interdit. Et, quel que soit ce dont on veut me punir, je le mérite probablement. Alors, enfin réveillé? Check-in, c'était toi? Ah, j'imagine que ça explique le ligotage en écaille de tortue. Sacré progrès, hein. Ah, merci. Ah, je t'avais bien dit que ça prendrait, ces cours de shibari en ligne. Mais enfin, c'est pas le sujet. Tu sais quel mois on est? Novembre. Exact. Après Halloween. Et justement, je te connais, je sais ce que le manque post-Halloween peut te pousser à faire. Alors, il fallait que je sévisse. En d'autres mots, ceci est un détournement. Je pose les conditions et les thématiques. Okay. Et il faut que l'on puisse démontrer l'étendue de notre culture en variant les thèmes. D'accord. Je sais que ce sera difficile pour toi, mais je vais devoir m'imposer. Ouais, ça va. Et il est important que dans ce duo... Quoi? Ça te va? Ouais. Bah, tu sais, il fallait bien que je lâche du lest au bout d'un moment. Hein. Un petit break, ça me fera pas de mal. Hein. C'est pas comme si j'ai pas d'autres occasions de ruiner les bons sentiments et la joie durant l'année prochaine. Hein. Alors, je peux choisir les thèmes? Mais oui. Je peux proposer des animés? Évidemment. Mais aussi de l'animation publique pour tout le monde? Bien sûr. Et même une production américaine en noir et blanc quasi muette avec des gags de cartoon des années 50 et des mecs en costume vaguement furry? Je vais probablement le regretter, mais soit si j'ai une bière, ça devrait aller. Ah bah nickel. Ah, ça fait plaisir. Bon bah, je t'enlève ces cordes. Bon, tu peux le laisser, j'aime bien. Quoi? What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Pauvre mec, toujours en train de confondre vos pistolets et vos parties. Say adios to your huevos. Hey, bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez et regardez le Sangle des Péloges, donc l'émission qui vous parle de films de genre. Je suis Psycho et j'ai clairement besoin de cette bière parce que cet épisode a été petit délire à faire. Hein. C'est la 2e fois qu'on s'y met d'ailleurs. Et je suis Check-in. Ah oui, j'allais faire un gag de muet, mais ça passe pas trop à l'audio, donc je vais me raviser. Je dis là un sujet qui nous tenait à cœur et qu'on avait déjà tenté de faire il y a presque 2 mois. Pour changer un petit peu de ce long mois d'horreur qu'on avait eu récemment sur le podcast et évidemment sur les réseaux associés, hein, pour ce mois de novembre qui est d'ailleurs le mois durant lequel tu fais ton anniversaire d'ailleurs, donc petit mois avec tes petites préférences. Un mois chicken core comme on dit. On va peut-être un peu dévier de l'horreur pure, mais on reste quand même dans des films assez atypiques, je vous le promets. On est dans le genre. Surtout ce soir, je pense. Oh bah clairement, je pense qu'on peut pas faire plus genre avec que celui-ci, quoi. Et oui, d'ailleurs, ce film est, encore une fois, on fait les fanzoos et les cireurs de pompe, mais les 2 films de ce soir, ils sont sur Shadows, hein, donc si vous me dites que c'est pas des films de genre, moi je comprends pas, voilà. Oui, parce que nous allons parler donc des 2 films faits par pas une personne mais un duo. Ryland Brixton Cold Hughes, ou Ryland Hughes, hein, pour aller plus vite, je pense qu'on va parler comme ça pendant le podcast. Ryland Hughes et Mike Cheslick. Ce sont bien des Américains, ce ne sont pas des Canadiens, mais j'avais fait l'erreur. Mais ils sont tout au nord des États-Unis, c'est-à-dire ils sont vraiment à la frontière. Ils viennent tous les 2 du Wisconsin, donc autour du lac Michigan. Vous savez, comme le film qui a un nom dont on va parler tout à l'heure. Donc oui, les ambiances un peu froides, ils connaissent. Et c'est vrai que quand on voit, surtout le 2e film dont on va parler ce soir, on pourrait effectivement penser qu'on est sur une production très canadienne. En plus qu'il y a des castors et apparemment il y en a des centaines d'ailleurs. Mike Cheslick et Ryland Brixton Cold Hughes, qui sont en fait 2 amis du lycée depuis de longue date. Alors donc comme je le dis,
ils ont grandi tous les deux au Wisconsin, hein, ils se sont connus apparemment depuis qu'ils étaient au lycée, donc c'est vraiment des amis de longue date. Et ils ont tous les deux sont tous les deux partis après faire des études dans le cinéma, mais pas au même endroit, quoi. Ils se sont un peu séparés, ils se sont retrouvés des années après pour faire les deux films dont on va parler ce soir. Mais effectivement, ils faisaient déjà des films à l'époque avec des caméras DV dégueulasses quand ils étaient chez leurs parents à l'époque. Mike Cheslick, dès 2004, il a commencé à faire un film que je n'ai pas retrouvé sur internet qui s'appelle WD-40. En tout cas, sur sa page Vimeo, il y a la liste de tous ses courts-métrages. On peut en voir beaucoup sur sa page Vimeo et sur sa page YouTube, donc à Mike Cheslick, mais celui-ci il est introuvable, peut-être trop honteux, parce qu'il y a des choses très très honteuses. Hein. Je me suis tout tapé d'ailleurs, faut le dire. J'avais pas pu le faire quand on avait failli enregistrer la première fois. Donc là, j'ai regardé tous les courts-métrages qu'on peut trouver, et il y a des trucs qui sont compliqués à regarder quand même. Et Ryan Hughes, lui, il a commencé un peu plus tard, vraiment en tant que réalisateur. Il était déjà présent dans la plupart des courts-métrages de son pote. C'est plus le comédien du duo. C'est vraiment le showman, quoi, celui qui a des expressions faciales dignes d'un personnage de cartoon. C'est pas pour rien que c'est lui qui joue le rôle titre des deux films dont on va parler ce soir. Mais oui, il a aussi eu des velléités de réalisateur assez tôt. Du coup, dès 2011, avec un film qui s'appelle Kanto Bar. Oui, Kanto, donc la région de Pokémon, hein, pour les Nintendo fanzos qui nous écoutent. Parce que tous les deux, hein, Mike et Ryland, ce sont des gros fans de jeux vidéo, et en particulier de Nintendo, en particulier de l'époque fin 90, début 2000, donc la Nintendo 64 vraiment, et la Game Boy. Ça se voit d'ailleurs pas mal dans les films dont on va parler encore un peu plus tard, évidemment, hein, j'anticipe un petit peu. Bon, on va pas tout vous lister, mais parmi les courts-métrages un peu intéressants qu'ils ont fait, ou intéressant, c'est un grand mot, en tout cas notable. Et là où ça devient pour moi, je pense, intéressant, c'est en 2012, c'est Mike Cheslick qui avait lancé un projet, alors je sais plus sur quelle plateforme de financement participatif, c'était, mais donc un projet de financement pour une mini-série, une web-série en 5 épisodes qui s'appelle Scheme Squad. Et le projet, en gros, c'est une espèce de parodie de, comme on dit, des caper movies, c'est-à-dire enfin des films de course-poursuite, des films de braquage. Plus exactement. C'est-à-dire en gros 4 personnes lambda qui vont partir faire un grand casse, le coup du siècle, alors qu'en fait c'est des gens tout à fait normaux. Les trois, il y en a un qui n'a pas de travail, l'autre est dans un bureau, il s'emmerde et tout. Et on sait pas comment. C'est la magie du montage, la magie du cinéma, la magie d'internet, la magie des web-séries pour le coup. Ils vont se retrouver avec un espèce de bureau étrange, une espèce de van façon Scooby-Doo, on sait pas d'où il sort, avec des boutons qui servent à rien, et ils vont faire des choses. Sauf qu'en fait, ils savent pas vraiment ce qu'ils vont faire, c'est pas du tout précis. Et en fait, très vite, on comprend que le coup sur lequel ils sont, c'est d'essayer de remettre ensemble ils sont 4 dans l'équipe, le 5e personne, leur 5e ami, il faut qu'il essaye de le rabibocher avec son ex, sa petite copine qui l'a plaqué. Donc voilà, c'est vraiment que des petites situations. Mais là, pour le coup, ils ont su s'entourer de directeurs photo, il y a quelques effets spéciaux, et aussi des surimpressions faites sur After Effects, spécialité de Mike Cheslick. On va le voir encore sur les films après. C'est un mec qui a vraiment une formation en termes d'effets spéciaux de compositing numérique, essentiellement mené par du dialogue pur et dur. C'est pas forcément visuellement époustouflant, mais bon, c'est assez rigolo. J'avoue que j'ai pouffé derrière sur deux trois vannes. Donc Scheme Squad, voilà, vous pouvez trouver ça sur la page YouTube de Mike Cheslick. Et peut-être plus intéressant, en 2016, un court-métrage qui s'appelle Lips pour League of International Posting Service, un truc comme ça. En gros, une espèce de parodie de Buck Rogers, avec cette... Alors là, pour le coup, c'est toujours Mike Cheslick à la réalisation. Mike Cheslick à la réalisation, Ryan Hughes, là, qui est bien présent à l'écran, qui joue le rôle titre. Et la grosse trouvaille, c'est qu'en fait, tout est tourné sur fond vert, c'est-à-dire même le moindre décor, même les costumes personnages, et même les autres personnages, en fait, il y a finalement un ou deux personnages, Hughes et un personnage féminin qui est en fait une espèce de journaliste qui est fasciné par le personnage du héros, cette espèce de Buck Rogers sous Wish, quoi. C'est un peu, c'est ambiance Futurama, tu vois, Zabranigan, quoi. C'est vraiment cette espèce de commentaire post-moderne, je sors un gros mot, sur ces séries télé des années je sais pas moi, les années 50, même plus vieux que ça, des trucs qui sont aujourd'hui complètement has-been. La grosse blague en fait, c'est que notre héros il va se retrouver à devoir livrer en fait des courriers, et il s'est mis dans la tête d'aller faire battre le record de livraison de courriers. Donc son idée, c'est en 20 minutes je vais en poster une vingtaine. Sauf que la grosse blague, c'est que pendant 10 minutes du court-métrage, il se passe rien, littéralement, je spoil l'un des premiers gros gags, il se passe rien, et c'est juste un échange dans la voiture, et en fait les 5 dernières minutes du film, c'est un enchaînement de décors, c'est complètement azimuté, ça va dans tous les sens, où
où t'as plein de petites séquences avec à chaque fois des personnages différents, à chaque fois des situations étranges, où là ça repart dans du slapstick, parfois t'as de l'humour un peu violent, gentiment graphique, parfois ça va être des contrepétries, des jeux de mots, des situations aberrantes. Et à la fin, t'as le cerveau complètement éclaté, tu sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas trouvé ça spécialement drôle, mais sur un terme technique et pour voir en fait les prémices de ce que va donner le final de Hundreds of Beavers, je pense que c'est intéressant. En fait, pendant ce temps-là, Ryan Hughes a lui aussi voulu se remettre à la réalisation. Disons que c'était pas forcément prévu. Toute l'histoire, c'est en gros sa petite amie. Alors, je sais pas si c'est sa petite amie de l'époque ou si c'est encore il est encore avec elle aujourd'hui. Cela ne nous regarde pas. Donc Bella Peters qui joue le rôle de Nedge Pepsi dans le film dont on va parler. Elle a retrouvé une vieille caméra, une caméra nulle à chier, vraiment du début des années 2000, une caméra numérique, une caméra DV comme on dit. Alors si j'ai bien compris, l'idée a germé pendant le Covid où tout le monde était chez soi, tout le monde s'emmerdait, beaucoup de gens, dont ces personnes, ne pouvaient pas aller au travail. Mais le tournage a vraiment commencé post-Covid et donc du coup ils se sont dit bon on a une caméra, personne n'est professionnel. Mike Cheslick à ce moment-là était déjà parti à Los Angeles. Il travaille aussi, il fait des montages After Effects pour de la communication, des publicités, enfin des trucs pas très excitants, mais voilà, en tout cas il est déjà entre guillemets proche d'Hollywood. Mais par contre une bonne partie de ses amis dont Ryan Hughes, ils sont toujours autour du Wisconsin. Il dit c'est pas grave, on va s'occuper, puis on va faire un petit film dans notre coin, voilà. Et même si Mike Cheslick va revenir en fin de tournage. Ce que je vous dis, c'est les prémices de la production de Lake Michigan Monster, le premier long métrage dont on va parler ce soir. D'accord. Et donc avant que nous puissions vraiment nous plonger dans ce premier film de la liste, on va balancer nos news. Alors, moi de mon côté, déjà j'ai fini mes 31 jours d'horreur, bien sûr. Donc, le dernier épisode, je vous avais énuméré les 28 premiers que j'avais fait. Donc, qu'est-ce que j'ai vu après ça ? Le 29 octobre, j'avais pu voir Dog Soldiers. Donc Neil Marshall. Donc, c'est son premier d'ailleurs, son premier long métrage. C'est son premier effectivement. Assez sympa. Le réalisateur, je suis assez fan. Et alors, Dog Soldiers, c'est un film de loup-garou qui attaque des soldats de l'armée britannique. Prenons le film de guerre avec Band of Brothers, la camaraderie, etc. Et remplaçons l'ennemi par des garous. Plutôt sympathique, c'est beaucoup plus burné que le film de loup-garou classique. Très vite, on va... C'est vraiment un film d'action. On va se cantonner... Contrairement à ce qu'on... Il y a un gros moment quand même de reprise de souffle. Après le premier tiers du film où tout le monde va se réfugier dans une cabane et là c'est un peu c'est la nuit des morts vivants, c'est le nouveau Fort Alamo où on va résister au fur et à mesure aux loups-garous qui sont dehors. Les costumes de loups-garous, parce qu'évidemment c'est toujours le point principal dans un film de loups-garous, c'est correct pour un premier film. Niveau de la tête, c'est plutôt correct, faut pas trop regarder le reste du corps parce que t'as un peu l'impression que c'est des mecs dans un costume de latex très près du corps et finalement il y a plutôt c'est plutôt les bras et la tête qui sont bien détaillés, mais le reste un peu moyen. Mais comme il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions, ça passe à peu près. Le 30, alors j'ai utilisé un joker, je me suis dit allez, pas de film pour ce jour-là, vu qu'on est pas loin de la fin, je me fais un jeu vidéo horrifique à la place. Un truc rapide, un truc qui se fait avec au moins autant de temps qu'un film. Et donc j'ai essayé Vile Exhumed. Ce jeu est introuvable sur toute plateforme officielle. Il a été banni de partout. Créé par Cara Cadaver, c'est une femme, qui a produit ce jeu pour entre autres parler du sexisme sur Internet, de la misogynie, de la culture incel, de toutes ces choses-là. Et donc son jeu a été complètement banni par notamment les actions d'un groupuscule très bigot qui a poussé cul auprès des banques pour sortir plein de jeux de Steam, entre autres. Bref, Vile Exhumed, vous pouvez le trouver directement sur un site qui s'appelle vileisbind.com. Oui, j'ai vu ça. Vous pouvez le télécharger gratuitement, donc tant mieux pour nous. Gratuitement et légalement. Voilà. Donc voilà, c'est un petit jeu qui, basiquement, nous met soit dans la peau du propriétaire d'un ordinateur, ce qui serait inquiétant, ou du moins d'une personne qui a cet ordinateur entre les mains. Vous analysez un ordinateur et son contenu, donc fin des années 90, donc vraiment avec le vieil Internet bien pourri de l'époque.
et vous allez fouiller un peu les différents fichiers pour découvrir les sombres secrets du propriétaire de cet ordinateur. Toute la thématique, c'est que le mec est complètement obsédé par une actrice de film pour adultes avec des thématiques assez sombres, voilà, ce qui en découle. Donc on va explorer le forum dédié à l'actrice sur lequel dont il est membre, des trucs de commande, son vidéoclub, etc. Pas mal de choses, et voilà. C'est un jeu qui se finit assez rapidement. En fait, on peut débloquer en gros la fin assez rapidement juste en trouvant un code. Et ça, le truc, c'est que vous allez ouvrir de plus en plus de fichiers en trouvant des mots de passe. Vous allez trouver un peu le mot de passe qui est demandé à tel endroit. Vous allez peut-être trouver, vous aurez des indices pour pouvoir le trouver à un autre endroit, etc., quoi. Donc le jeu, d'un certain point de vue, peut se finir assez vite. Vous pouvez déclencher en gros le générique qui va fermer la fenêtre du jeu. Et donc vous arrêtez le jeu. Vous pouvez pas sauvegarder, ça doit se faire en une traite. Mais vous pouvez continuer le délire un peu plus longtemps et vraiment explorer à fond tous les fichiers pour avoir vraiment toute l'histoire en complet. En gros, c'est le terrier de lapin, plus vous allez creuser, plus vous allez voir à quel point le mec est une sombre merde. Très très intéressant. Personne perturbée. Je vous le conseille, mais ouais, effectivement, c'est assez choquant. Si vraiment, si la violence physique déjà et mentale, psychologique faite aux femmes vous bute, vraiment n'essayez pas parce que c'est assez choquant. Mais c'est très intéressant en tout cas parce que c'est la réalité malheureusement. Juste une question, moi j'ai pas joué au jeu mais le jeu a l'air méga intéressant. Et puis toute l'histoire qu'il y a eu avec le fait qu'il a été censuré, machin, complètement d'ailleurs, censuré c'est un grand mot, mais en tout cas il a été banni des plateformes officielles, quoi, c'est compliqué. Mais moi ce qui me fascine c'est que oui on le voit, c'est quasiment un jeu FMV. Il y a des photos, voire des vidéos j'imagine que c'est la développeuse du jeu qui s'est filmée elle-même. Et du coup, j'imagine aussi que ça crée un rapport particulier, en fait, en termes de violence. Comme si c'était un film live, quoi. Alors que c'est presque plus que, c'est un bon choix pour les 35 jours d'horreur où habituellement tu en prends des films, même si on peut évidemment varier. Parce que c'est pas vraiment un film. Mais il y a des éléments de film, j'ai l'impression, dans ce jeu vidéo. C'est intéressant, quoi. Ouais, ça un peu, ouais. Je crois que ce jeu a été, si j'ai bien compris, alors oui, il y a eu l'une des nombreuses raisons qui fait qu'il a été banni de Steam, entre autres, c'est que les gens ont cru que c'était de la pornographie. Hein. C'est bien ça l'embrouille, non C'est ce qu'il dit sur le site officiel. Oui, paraît-il. Après, je pense que les gars, ils ont pas cherché plus loin que ça, quoi. Et donc, dernier film, alors je me suis pris un truc un peu délirant, Traumatica, avec un K. Un film fait par un Français, justement. Pierre Tsigaridis. Quand j'ai vu le nom. Film américain fait par un Français. C'est un train fantôme. C'est un film train fantôme, hein, vraiment. Donc, très très bien pour Halloween. Avec une qualité finalement quand même assez moyenne, je pense que ça dépendra vraiment de l'état d'esprit. Je vais te dire un film de possession, mais en fait c'est plein de choses. Le film il arrête pas de changer. Il change de genre à chaque fois, plein de fois. Ça commence par un mec dans le désert du Sahara qui enterre une bouteille genre truc de gin ou je sais pas quoi. Ça finira en massacre dans un plateau télé par un mec par un cinglé à la Michael Myers. Tu sais comment ça commence, tu sais pas comment ça finit. Ça va faire que d'évoluer au fur et à mesure, mais ça va parler un peu de trauma générationnel, etc. Traité de manière par-dessus la jambe, finalement très brute de pomme, pas très fin, qui pourra en gêner plus d'un parce qu'on va quand même parler de beaucoup de choses, de beaucoup de thématiques très trash, notamment les violences sexuelles, l'inceste, etc., des trucs comme ça. Pour peut-être un film où t'as l'impression que le réalisateur il voulait juste t'en mettre un peu plein la gueule et mettre des scènes choquantes. Donc voilà, c'est plutôt réussi en soi, mais je trouve que c'est, comme dit, ça balance assez frontalement ses références. Je peux pas passer un mauvais moment. Je pense que c'est un bon film train fantôme pour Halloween. Mais attention, les thématiques peuvent être un petit peu vénères. Et sinon, alors oui, vite fait, je peux aussi partir là-dessus. Milieu novembre, il y a eu les départs de Shadows, dont je me fais à chaque fois un point d'honneur de parler. Oui. Mais en tout cas, voilà, les 5 que je n'avais pas vus durant les 31 jours, eh bien, je vais vous les énumérer. J'avais donc pu voir Lake Placid par Steve Miner. Je l'avais toujours pas vu ce film-là. C'est un petit classique de 1999, film de méchants crocos. Qui bouffent des gens. C'est un peu un genre de Dents de la Mer avec un crocodile. C'est assez cliché comme comparaison, mais effectivement, c'est quand même assez léger. Pour un film de croco-tueur, c'est assez peu violent. Il y a voire 2 petites scènes chocs, mais sinon le reste, c'est un peu un film d'aventure où on va aller tout un groupe assez hétéroclite de personnes haut en couleur qui vont chasser le crocodile en s'envoyant des fions. Il y a un petit côté un peu La Momie.
C'est un peu la momie qui rencontre, c'est bien, qui rencontre les Dents de la Mer avec un casting beaucoup moins sexy, hein, cela dit. Mais ça va, c'est plutôt sympathique. Et puis on a le crocodile. Alors quelques effets numériques bien sûr qui ont vieilli assez mal, mais pas trop. Ça peut aller quand même. Hein. Et surtout voilà les gros plans du crocodile qui sont faits en practical avec Stan Winston bien sûr qui était derrière le projet. Ah, formidable. Donc ça fait toujours plaisir. D'accord. Je connaissais pas ce film, mais ok, très bien. J'ai pu voir également, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais... J'ai pu voir également Bloody Hell par Alistair Grierson. Donc petite comédie horrifique sur un mec assez badass. Hein. Basiquement, il a empêché un braquage de banque de manière assez... violent, hein, de manière assez disproportionnée. Et donc, une fois qu'il a purgé sa peine, hein, parce qu'il est quand même fini en tôle de son côté, et sa vie est mise à mal par une moitié des locaux qu'il considère comme un héros, l'autre moitié qu'il considère comme un taré. Donc, il veut changer d'air et partir pour... Je m'en souviens un peu, ça doit être la Finlande, je crois. Et manque de peau, à peine débarqué, il va se faire kidnapper et se réveiller dans une cave, ligoté et une jambe coupée. Sauf qu'évidemment, okay. la famille de dégénérés qui l'ont capturé sont pas tombés sur la bonne personne. Assez classique comme pitch. Le petit truc qui permet de tirer son épingle du jeu, c'est que le personnage n'est pas très très sain dans sa tête, donc il va beaucoup extérioriser ses pensées, ce qui fait qu'il se parle à lui-même. Il a son double avec lequel il interagit et qui va lui dire quoi faire, le conseiller, etc. Et il y a aussi d'autres moments où il va halluciner d'autres personnes. Par exemple, dans la première partie, il hallucine constamment des journalistes qui sont constamment en train de le photographier à tout moment de sa vie. Ce qui fait que pendant une bonne partie pendant le début du film, le personnage principal n'est pas fiable de manière générale, ce qui est assez intéressant. Tu sais pas ce qui est réel, c'est tout ce qui n'est pas réel. Malheureusement, on va pas varier suffisamment son délire. C'est-à-dire que tu as ces petites variations au début, et finalement, une fois qu'il est capturé, ce sera juste lui et éventuellement sa projection avec laquelle il parle, mais il y aura pas plus en termes d'hallucination. Ils auraient peut-être pu aller plus loin là-dedans, mais sinon ça reste un film très sympathique et assez marrant. J'ai vu aussi Motel, donc par Nimrod Antal, qui est un petit thriller avec un couple, donc Kate Beckinsale et Luke Wilson. Un couple, alors visiblement ça fait un petit bout de temps qu'ils sont ensemble, mais on sent que ça va pas très très bien entre eux quand le film commence. Et alors qu'ils sont en road trip, ils ont un problème de voiture, ils vont devoir s'arrêter pour la nuit dans un motel. Et dans le motel, ils vont tomber sur... des cassettes VHS sur lesquelles on voit des gens qui se font massacrer par des inconnus. Et l'endroit où est filmé ces vidéos, c'est la chambre où ils sont. Donc ça va très vite partir en couille. Et ce qui intéresse, c'est ces deux personnages qui vont devoir se rabibocher bon gré mal gré. Et surtout, voilà, on va en découvrir un petit peu plus sur leur passé. Ça repose beaucoup sur le duo principal qui est quand même qui a une assez bonne synergie, je trouve. Et c'est pas si gore que ça, donc je pense que c'est accessible à beaucoup de personnes. J'ai vu également The Stylist par Jill Gevargizian, compliqué à dire ça, avec Brea Grant dedans, hein, entre autres. Donc The Stylist qui est un peu considéré comme un genre de maniaque au féminin. Alors c'est moins trash, moins crasse-pec, c'est moins crasse-pec, c'est même très esthétique avec de très beaux jeux de couleurs. On est vraiment sur l'esthétique d'un giallo, même si c'est pas spécialement le déroulé d'un giallo, je trouve, mais basiquement c'est ça. Comme Maniac, c'est une personne, une tueuse en série, entre autres, une styliste qui bute certaines de ses clientes et récupère leur scalp. Et on va voir ces tentatives infructueuses d'avoir une vie normale et comment elle va essayer de lutter sans grande réussite contre ses propres démons. Voilà, évidemment, figure de monstre moderne tragique, assez classique, mais voilà, c'est un film qui est très très beau à voir, et l'actrice est vraiment intéressante. Et alors pour finir avec un gros bang, j'avais pas encore vu celui-là, la catégorie 3, Ebola Syndrome, par Herman Yeo. Avec la catégorie 3, si vous avez vu d'autres diptyques sur Limbo et Mad Fate, c'est vrai que voilà, la catégorie 3 ça va assez loin. Et alors l'histoire c'est un connard, une bonne grosse ordure, la lie de l'humanité, qui a massacré sa maîtresse, le mari de celle-ci et un mec qui passait par là. Il a failli foutre le feu à une gamine également, qui se barre ensuite en Afrique du Sud pour se faire un peu oublier. Là-bas il va continuer d'être un connard et va profiter d'une locale agonisante pour faire ce que tout connard aurait le réflexe de faire, et va contracter le virus Ebola au passage, sauf que le karma est une pute, donc il ne va pas en mourir, et il va s'avérer être un porteur sain. Donc maintenant il est totalement libre d'être le dernier des connards, mais en plus,
c'est un putain de patient zéro qui peut infecter tout le monde autour de lui. Ok. Voilà. Et donc, on va suivre les agissements horribles de ce mec-là, et au passage, le résultat de son infection qui se transmet au fur et à mesure. Ça devient, vers la moitié du film, ça devient vraiment un film d'infection. Ce qui est assez intéressant avec les flics qui essayent de le retrouver, de le localiser. C'est un film qui va très très loin. Vous verrez beaucoup de suites dans ce film-là, un peu de cannibalisme également. Enfin, il y a plein de trucs, ça va très très loin. C'est très défoulant. Évidemment, l'intérêt principal, c'est justement son acteur principal. Donc c'est Anthony Wong, assez dingue dans son rôle. C'est vraiment le mec qui a tout un panel d'expressions faciales. C'est vraiment un personnage dégueulasse. Et en fait, il est tellement over the top que tu finis presque par trouver marrant certaines de ses réactions. Et en même temps, t'es un peu honteux de trouver ça marrant. Donc c'est vraiment c'est un film très clivant et ça fait tout le sel de cette catégorie 3. Ce n'est que du cinéma. Only movie. Voilà, je te laisse la main très bien. pour la suite. Tu vas partir sur des tout autres contrées. Ah oui, rien à voir, oui, parce qu'un peu d'animation japonaise. Alors, c'est l'actualité sans l'aide vraiment, parce que ça commence un peu à remonter. Je suis au cinéma, Chainsaw Man. Chainsaw Man, le film, l'arc de Rézé, c'est le nom complet. Bon, ça va pas devenir un podcast, on va parler d'animés, encore moins des animés récents. On n'est pas petit clin d'œil aux copains de Green Dolphin podcast. Non, on va pas parler des épisodes de tous les animés saison par saison. On a pas assez de temps pour ça. Donc oui, Chainsaw Man, donc c'est une série extrêmement courte en fait. Même s'il y a une vingtaine de tomes du manga, l'animé, qui date de 2022, 2022 je crois. Il y a que 13 épisodes. J'étais persuadé que c'était un truc qui était plus long. Non, c'est encore une de ces séries, mais ils ont raison de faire comme ça. Un truc qui est extrêmement court. Et en fait, au lieu de faire un truc, un shonen en temps réel, entre guillemets, ils essaient de s'adapter. Puis quand ils rattrapent la publication du manga, ils font des fillers. Yes, super. Là, non, c'est la méthode. On essaye d'être vigilant. Et en gros, ils se sont posés après la diffusion de la première saison et ils ont dit, on revient dans 2-3 ans avec une deuxième fournée, quoi. Et sauf que la deuxième fournée, c'est un putain de film cinéma. Donc c'est vraiment littéralement une saison 2 au cinéma. Est-ce qu'il faut pitcher peut-être, parce que même si je pense que tout le monde connaît, mais vraiment en 2 mots, on est quand même un peu comme le début de Devilman, on est dans un environnement tokyoïte entre guillemets classique, enfin en tout cas une cité classique japonaise quoi. Et on suit un espèce de bon à rien, c'est complètement largué, qui du jour au lendemain se fait tuer en fait. Mais il est ressuscité parce qu'il était ami avec un petit démon mignon kawaii avec une tronçonneuse et du coup cette espèce de démon accepte de donner sa vie à Denji pour qu'il revive et en fait il fusionne avec lui. Du coup donc Denji le héros devient le Chainsaw Man du titre. Mais oui il y a beaucoup d'influence du cinéma bis, du cinéma voire parfois Z. T'as de la tronçonneuse, t'as des infectés, il y a des espèces de démons tomates géantes. Enfin on est vraiment dans ces ambiances-là, quoi. Vraiment les bons trucs des années 70, voire 80. C'est assez rafraîchissant de voir ça dans un manga moderne. En gros, ça se doit être un truc shonen un peu à la con où t'as pas forcément un Monster of the Week parce que l'anime n'est pas découpé de la même manière. C'est voilà, ça coupe souvent pour faire du cliffhanger en plein milieu d'un événement. Mais en gros, voilà, on va suivre le personnage, essayer de faire sa vie parce qu'il se retrouve engagé dans les services publics. On est dans un espèce de monde alternatif où à Tokyo, il y a le service public d'élimination des démons qui terrorisent la civilisation, la population, pardon. Et donc voilà ce qui va se passer. Tout un paquet de personnages un peu frappadingues vont tourner autour de lui, y compris d'autres démons, enfin pas des démons, mais des infectés, donc des démons qui ont pris possession de corps d'humains, mais pas encore complètement. Donc c'est un peu l'entre-deux. Et ils vont se retrouver à devoir entre guillemets un peu littéralement les toutous, les chiens-chiens, c'est dit dans le texte du personnage qui s'appelle Makima, personnage féminin un peu étrange. Moi, ne me spoilez pas, mais je sais comprendre qu'il y a des grosses révélations sur ce personnage à la fin. Makima, qui est donc la chef de la brigade des services publics d'ératisation des démons. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les 12-13 premiers épisodes. Il y a
un espèce de grand antagoniste qui est on nous dit clairement que c'est pas l'ultime, hein, voilà, il est vaincu à la fin des 13 épisodes, et du coup, donc on a un nouveau personnage qui arrive, qui s'appelle donc Rezé, c'est dit dans le titre, c'est vraiment basique, hein, je trouve que le titre du film n'est pas forcément la chose la plus évidente, mais enfin la plus maligne. Donc un nouveau personnage qui, en gros, c'est une espèce d'intrigue amoureuse qui va se tisser, et il y a quelque chose qui va se passer, je veux vraiment pas trop en révéler. Le truc, c'est que le film n'est pas très long, il dure 1h40, je crois, à peine, et il va vraiment à l'essentiel. Je pense que si ça aurait été effectivement une saison 2, ça aurait pas fait 12 épisodes, ça aurait fait 3 ou 4, grand max, quoi. J'y suis allé, je vous raconte ma vie privée, un pote rencontré au festival Mauvais Tour, Maceo, qui est un gros fan du manga, qui m'a proposé de l'accompagner pour voir le film, donc c'est pour ça que j'ai binge-watché la série la semaine avant d'aller voir le film au cinéma avec lui, et donc il m'a dit que oui, effectivement, ça correspond, ce qui se passe dans ce film-là, ça correspond à un tome et demi, quoi. C'est le tome 5 et 6 et demi apparemment, donc c'est vraiment relativement court, donc ça permet effectivement d'avoir un format relativement simple à suivre, en mode c'est un film, quoi. On pourrait dire un peu naïvement, on peut le détacher de la série, sauf que non, parce que effectivement c'est la nouvelle tendance. Moi, j'étais pas du tout au courant, mais alors c'est Mappa qui fait ça, le studio Mappa, qui est aussi, je crois, derrière, si je dis pas de bêtises, la dernière saison de Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. Ils sont aussi sur l'anime qui marche vachement en ce moment en shonen, Jujutsu Kaisen. Voilà, c'est le même studio, et donc maintenant en fait on a cette logique. Demon Slayer aussi, je crois que c'est pas chez Mappa, mais c'est cette même logique. Nous on est habitués, on est des vieux, nous en fait, hein, ici. Quand t'avais des films de Mappa, j'avais surtout vu Zombieland Saga, qui était très très marrant. Zombieland, ah oui, ouais, ça commence à remonter. C'est aussi eux, tout à fait. Il y a un film qui est pas aussi, qui va adopter un arc aussi. Ouais, c'est vraiment une mode, effectivement. Il y a 10-15 ans, on aurait appelé ça un OAV. C'est ce que j'allais dire. Là, à notre heure actuelle, ouais, c'est vraiment, on fait des films entiers au cinéma. Ce qui, à mon avis, j'imagine, permet d'engendrer beaucoup plus de billets. Oui, bah, apparemment ça marche. Apparemment les animateurs sont mieux payés quand c'est un budget de film, évidemment. Et effectivement, ça permet aussi. Ça peut penser que c'est très compliqué au Japon, en particulier chez Mappa. Je vais pas rentrer dans ce tunnel-là parce que on ne sait pas le sujet, il faut qu'on passe à autre chose après. Mais oui, on sait que chez Mappa, les conditions de travail sont pas les plus éloquentes, sachant que c'est rare que les Japonais ouvrent leur gueule dans les médias, et il y a des animateurs de chez Mappa qui ont ouvert leur gueule dans les médias, donc ça va être extrêmement grave ce qui se passe là-bas. Mais le film est très très joli, très très beau. C'est très bien produit. C'est pas forcément mieux produit que la série, c'est ça que je veux dire. Mais la série est déjà vraiment dans le top niveau. C'est aussi un de ces animés qui s'amuse à mélanger de la 2D et de la 3D, sans doute pour des raisons purement économiques, mais il y a une vraie maîtrise. On voit qu'ils font ça depuis pas mal d'années. J'ai pas vu tous les Jujutsu Kaisen et compagnie, mais apparemment ils font ça depuis un petit moment. Ça permet effectivement d'économiser les coûts. Il y a vraiment des moments, surtout sur des captures d'écran, en fait on est même pas sûr que c'est de la 3D ou de la 2D. Moi-même j'ai eu le doute, quoi. C'est extrêmement bien intégré. C'est généralement en fait quand tu as le Denji transformé en tronçonneuse, ou tout ce qui est véhicule évidemment, mais même parfois les personnages humains sont des modèles 3D, mais seulement sur certains plans. C'est assez particulier. Et pour des mouvements plus complexes, notamment tout ce qui est character acting, où quand les personnages ont des regards particuliers avec leurs yeux ou avec leurs mains, il y a beaucoup aussi du body language entre guillemets. Ça va être animé vraiment en traditionnel, quoi. Donc c'est assez savant dans le mariage de l'animation. C'est sympathique. Après moi j'en suis pas sorti en mode ébahi. Ça reste tout à fait agréable à regarder sans être. En fait le truc c'est que je rentre pas dans la hype Chainsaw Man, que tout le monde adore ce truc-là. Mais j'ai cru comprendre, encore une fois, je parle sous l'autorité de Maceo. Maceo m'a dit que le manga est quand même beaucoup plus, ça permet de faire plus de fanservice. Il est plus gore. Et surtout, dans la mise en page, vraiment, il y a des trucs assez fous en termes de visuel plein page qui se répond en mode, t'as le devant du personnage et t'as le dos du personnage sur l'autre page juste à côté. Où, il y a un exemple aussi qui a beaucoup été cité, c'est que tu as les démons qui sont parfois invoqués, qui en fait, tu vois la main ou les pieds des démons qui se manifestent à partir des marges des cases, en fait, et après qui arrive dans le dessin. Idée absolument géniale, mais effectivement difficile à transposer tel quel en animation. Il faut trouver un autre truc, et ils ont rien essayé d'autre, c'est ça le problème. Et c'est ce que beaucoup de gens reprochent, c'est qu'il n'y a pas la folie. T'as la folie de ton, c'est-à-dire c'est vraiment une série qui se permet d'être un peu comme Doro et Doro, qui est aussi une série adaptée en animé chez Mappa, qui se permet d'être extrêmement gore et à côté d'être très tranche de vie avec des personnages que tu aimes vraiment suivre, parce que tu les vois en train de préparer leur petit déjeuner ou en train d'aller au travail. C'est génial de Doro, je le conseille, c'est vraiment excellent.
C'est vraiment Ah un oui, il y a film, un truc c'est sur les vraiment gyoza, oui. C'est vraiment un métal hurlant sauce japonaise. Ça. Mais alors, le truc, c'est que dans le ton, tu as vraiment ce côté dégénéré dans Chainsaw Man que tu as dans le manga, mais tu ne retrouves pas apparemment sur la forme, sur le plan formel, c'est pas aussi complètement déjanté que ce que peut être apparemment le manga. Malheureusement. Mais voilà, en tout cas, je pense que bon, cette petite review, c'est juste pour vous dire que moi j'ai bien aimé le film et que je vous conseille d'y aller. Je pense que ceux qui sont intéressés l'ont déjà vu depuis le temps. Juste, je peux me permettre de rajouter que je l'ai vu en VF. On n'avait pas prévu de le voir en VF, on s'est trompé de séance. On s'est dit fuck, et en fait, bah la VF est très bien. C'est Crunchyroll qui est derrière dessus. Crunchyroll qui a déjà qui double Denji, non? Et exactement, et je me suis dit, oh putain, yes. Et en fait, je l'ai reconnu sur les premiers gémissements. C'est pas un spoil, la première scène, c'est une séquence de rêve, et en fait, tu entends, il fait des j'ai dit, putain, c'est Donald Renew. Il avait même pas dit un mot. Tellement reconnaissable. Il en fait pas mal maintenant, des mine de rien, des shonen, des personnages comme ça pour balancer la recette, hein, on a été biberonnés tous les deux à Kingdom Hearts quand on était jeunes, donc effectivement, la voix de Donald Renew. Elle est connue, quoi. Donc, Kingdom Hearts, il y avait déjà ce côté un peu manga quelque part. Et puis même, on peut citer, il avait 15-16 ans à l'époque. C'était déjà lui sur Evangelion. Il faisait Shinji à l'époque. Et les autres comédiens, j'ai reconnu personne. Je pense que c'est une jeune génération, beaucoup plus jeune que Donald Renew. Mais ils sont tous très très bons, quoi. Voilà. Et j'ai pu comparer parce que j'avais vu la série en japonais. C'est pas moins bien. Donc voilà. Je vais me permettre une transition. Parce que j'ai mon deuxième sujet animation japonaise. Je suis désolé. Mais j'ai une transition via Chainsaw Man. J'ai fait des recherches et j'ai une transition. C'est incroyable. Le film Chainsaw Man a été réalisé par Tatsuya Yoshihara. Tatsuya Yoshihara, il a bossé sur chez Mappa, mais pas que chez Mappa, hein, sur Jujutsu Kaisen qui est chez Mappa, vraiment tout le temps réalisateur de séquences d'action. Ça c'est pour toi. J'ai vu qu'il était réalisateur de l'anime Monster Musume. Voilà, je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est lui qui a. Là, c'est pas réalisateur de chef de séquence d'action, c'est vraiment réalisateur de toute la série, quoi. Showrunner, quoi. Bon, pas devant les enfants. Pourquoi il s'est retrouvé catapulté en tant que réalisateur sur le film Chainsaw Man? C'est parce que le réalisateur de la série, qui est Ryu Nakayama. Nakayama, en fait, je sais pas si c'est justement lié aux polémiques d'il y a moins d'un an sur Mappa et les conditions de travail compliquées, mais il s'est barré moins d'un an après, donc fin 2023, vraiment décembre 2023, je crois. Moins d'un an après la diffusion de la première saison de Chainsaw Man, et il a fondé sa boîte d'animation, c'est tout récent, qui s'appelle Andraft. Donc ça date vraiment de 2023. Andraft, qui est encore un tout jeune studio, donc on leur donne pas vraiment, on les laisse pas chef de file sur une production. Vraiment, ils font de la sous-traitance. Donc en gros, c'est l'équipe second animation clé, quoi. Notamment, ils ont eu ce rôle animation clé seconde équipe pour Saigame Pictures. Ça, c'est aussi pour toi. Pour Uma Musume, le film Pretty Derby, voilà. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais voilà. Et j'ai vu des extraits, c'est pas vraiment, dégueulasse. Vraiment, et voilà. J'ai l'air un peu con à jouer à ce genre de jeu-là, mais je peux vous dire tout le monde y joue. La version animée, franchement, quand tu sais que à l'heure actuelle, tu as des trucs qui parlent de sport comme Blue Lock ou je sais pas quoi, qui ont une animation, mais qui a l'air d'être fait sur Paint. Et pour une série qui parle juste la BD animée, quoi. Pour un film et une série qui parle juste de courses de chevaux, mais où on remplace les chevaux par des gonzesses, l'animation est d'une qualité top notch. C'est très très bien produit, ouais. C'est du Sakuga porn, c'est pas possible, quoi. Mais ouais, donc Uma Musume, voilà, donc le studio Andraft, ils ont fait la sous-traitance d'animation clé là-dessus. La deuxième saison de Dan 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 aussi, donc ça c'est sous-traitance pour le compte de chez Science Saru, et sous-traitance tout récemment pour le compte de Trigger pour New Panty and Stocking with Garter Belt, voilà. Donc en fait, voilà, c'était ça que je voulais dire, mais bon, bref. En tout cas, voilà, pareil. Encore une fois, j'arrive vraiment longtemps, beaucoup plus longtemps après la bataille que sur Chainsaw Man, parce que là, c'est pas il y a un mois. C'était pendant l'été dernier, c'était de juin à juillet que c'était diffusé à la télé japonaise, et nous en Occident, on l'a eu sur Amazon Prime, avec encore une fois un excellent doublage français. Et je tiens à le signaler. Qu'est-ce que c'est que fucking Panty and Stocking? Il faut vraiment que j'aille vite, mais j'ai vraiment envie de véhiculer mon amour pour cette série, et en particulier pour cette deuxième saison, parce que étonnamment c'était pas forcément garanti au premier abord. Panty and Stocking, c'est une série qui date de 2010 à la base du studio Gainax, réalisée par Hiroyuki Imaishi.
Donc déjà réalisateur de Gurren Lagann, de Dead Leaves aussi, hein, qui était un film d'animation direct vidéo complètement délirant, c'était chez les productions IG. Mais en gros, retenez que c'est vraiment un truc qui vient chez Gainax. C'est évidemment extrêmement con, mais c'est aussi vachement pertinent sur un plan historique si on s'intéresse à l'animation. L'animation japonaise et l'animation américaine qui se côtoient depuis des années et qui essaient de faire des petits de temps en temps. En gros, l'idée c'est on fait une animation complètement inspirée des standards américains de fin années 90, début 2000, donc tendance Cartoon Network, les Super Nana, Dexter, Samurai Jack. Il y a pas mal de Samurai Jack dans les scènes d'action de Protein Stocking. En gros, vraiment, on reprend cette structure-là. Tu saupoudres un peu d'humour un peu plus adulte, à la South Park, des séries comme ça. Il y a pas de politique, mais par contre, il y a du caca, il y a des crottes de lit, il y a du sexe, il y a beaucoup de sexe. Et on repackage ça quand même en mode japonisant, c'est-à-dire en gros un dérivé du concept de Magical Girls. Sauf que là, les Magical Girls, en fait, c'est des anges déchus parce que elles passent leur temps à vagabonder. Il y en a une qui passe son temps à bouffer des sucreries, tandis que l'autre c'est une nymphomane survitaminée. Elles jurent comme c'est pas permis, elles ne respectent rien, elles ne se respectent pas l'une et l'autre, elles sont vraiment méprisables. Et pour retrouver leur place au paradis, il va falloir qu'elles affrontent des Monsters of the Week, des monstres. En fait, c'est des fantômes, des ghosts, hein, ils appellent ça. Tu crois que c'est une volonté de faire un truc Monster of the Week? C'est vraiment une structure à la Cartoon Network. C'est vraiment t'as ton épisode de 20 minutes, tu as 2 segments, parfois 3, de petites histoires, machin, avec à chaque fois des petits title cards, et le monstre des villes à chaque fois. Sauf que généralement ils se permettent de casser la structure où tu as que un seul des deux personnages. Parfois on va centrer sur un autre personnage de l'équipe parce qu'il n'y a pas que Panty and Stocking, elles sont aussi assistées. C'est Panty and Stocking with Gartrebell, donc Gartrebell qui est un espèce de prêtre pasteur avec une coupe afro pas possible, qui a un penchant pour le BDSM, voire pour ce que je trouvais très réjouissant dans cette série que je me suis retapé en intégrale avant de remater la nouvelle saison, c'est que ça permet tout et n'importe quoi. Ça n'a peur de rien, même si c'est pas une série hentai pour autant, hein, mais de loin ça a l'air d'être comme les Super Nana, quoi. C'est catchy, les designs très très anguleux, il y a vraiment quasiment aucune forme arrondie, c'est extrêmement stylisé, l'animation est très limitée comme souvent dans l'animation japonaise, mais ça permet de justifier toutes les folies en termes de... En gros, si on peut animer juste le bras d'un personnage autour de sa tête de manière rigolote, on va le faire. La moindre frame est utilisée pour faire de l'animation limitée, mais stylisée et drôle en même temps. Là, vraiment, on est sur un truc qui essaye de se faire passer pour un animé américain, et qui se permet aussi d'ailleurs de rehausser ça avec des séquences d'action qui intègrent de la 3D, surtout pour les décors, ce qui est pas forcément très très commun en 2010, et en plus c'était très très stylisé en cel shading pour évidemment s'incorporer avec le chara design très particulier avec des traits noirs très très marqués. Et aussi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement c'est de l'animation japonaise qui essaie de singer l'animation américaine, sauf que Cartoon Network c'était déjà un peu ce qu'ils faisaient. Les Super Nana, il y a un côté très très animé dans les rendus, notamment dans les techniques, encore une fois pour animer de manière très très limitée, et aussi ça nous renvoie également à l'animation du studio UPA dans les années 60 qui faisait pour la télévision notamment la série animée Mister Magoo. C'est pas très très connu par chez nous, mais quelque chose qui était très inspiré de, pas forcément du pop art, mais vraiment de l'esthétique avec vraiment des couleurs éclatantes, des décors vraiment très très simples, et en gros ça permet d'économiser les coûts, mais d'avoir quelque chose qui éclate la rétine. Et voilà, en fait c'est quelque part c'est les Japonais s'inspirent des Américains, qui eux-mêmes se réinspirent des Japonais, qui s'inspirent des Américains, machin. Donc finalement c'était assez logique au bout d'un moment qu'une série japonaise se permette d'aller vers ça. La série était fantastique. La série se terminait un peu comme c'est une série qui est très punk, qui ne respecte rien, même pas le spectateur. Elle se terminait avec un espèce de cliffhanger, je vais pas le révéler, mais abracadabrantesque, diront certains hommes politiques que l'on salue, paix à leur âme. Et en gros c'était en mode to be continued in next season. Sauf qu'il n'y a jamais eu une next season parce que en fait les gens de chez Gainax et notamment toute la clique autour de Imaishi, ils sont partis fonder Trigger, et donc ils ont fait Kill la Kill, ils ont fait Darling in the Franxx, je vais pas en reparler de ça, ils ont fait SSS Gridman, Promare, on en parlait, Little Witch Academia, voilà, une série. Alors là, pour le coup, c'est Yu Yu Shinari, c'est pas Imaishi, mais effectivement, c'est les mêmes studios. Et là, je voulais en venir, c'est que c'est sorti de nulle part, en fait. Gainax, donc là, d'où vient aussi Evangelion, on rappelle, ou Fulikuli. En fait, tous les gens marquants chez Gainax se sont barrés ces dernières années. Et il y a pas mal de séries qui étaient un peu dans les limbes des copyrights, en fait. C'était le cas de Panty and Stocking. Je ne sais pas si dès 2010 il était prévu de faire une saison 2. Peut-être que moi je pense vraiment que c'est censé être une blague premier degré, hein, le cliffhanger de fin. Oui, mais clairement. Néanmoins, ils se sont dit
Bah écoute, parce que Gainax maintenant ça remonte à même 2-3 ans grand max. Ça y est, c'est terminé. Hein. Tout a été liquidé, il y a plus personne. Et donc bah c'est plus facile de racheter les droits des séries. Et donc bah ils te sont jetés dessus et ils ont charbonné assez fort parce qu'on a eu des images assez récemment. Je crois que c'était vraiment début 2025. Hein. Donc ils ont commencé à travailler bien avant, bien en amont j'imagine. Et début 2025, bah ça y est, c'est annoncé. Les gens osent à peine y croire. Certains harouillistes sont dans des situations similaires, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, on a eu une fucking saison 2 qui en fait est une nouvelle saison. C'est pas un reboot, hein, c'est la suite logique. Donc ça s'appelle New Punch and Stalking with Garterbelt. Mais moi j'étais pas forcément chaud au premier abord parce que j'étais un peu déçu des dernières réalisations de Imaishi et de Trigger en général. Nous on pisse ici dans le sens des péloches, on pisse dans le sens du vent et tout ce que les gens aiment on n'aime pas. On a craché sur, enfin surtout moi j'ai craché sur Hazbin Hotel et sur Arcane. Voilà. Et en fait oui effectivement j'étais un peu. Après sur tout Check-in il faut aussi savoir que les très 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 longues attentes qui finissent en notre boudin. On connaît. Remember Kingdom Hearts 3, hein, on s'en souvient de ces 13-14 ans d'attente Kingdom Hearts 3 pour cette merde au final. C'est pas un mauvais jeu Kingdom Hearts 3, mais voilà, mais c'est dans le jeu vidéo ou dans l'animation japonaise. Mais quand t'attends 13-14 ans, ça devient une honte. Oui, c'est ça. Mais en fait, le truc c'est que c'est on les compte plus maintenant les espèces de reboot / suite tardive de propriété intellectuelle au cinéma, en série télé, en jeu vidéo. On a toujours peur quand un truc revient après des années et on se dit mais est-ce que ça va être aussi bien qu'à l'époque et à chaque fois c'est pareil, on est déçu et à chaque fois on rejoue dans le cas d'un jeu vidéo où on remet l'ancienne saison et on se dit en fait non c'était bien à l'époque. Voilà, enfin les exemples il y en a 46 milliards malheureusement ça ne manque pas. Et donc oui et en bas me concernant Trigger j'ai trouvé que c'était des bonnes séries mais j'avais été un peu une bonne série en l'occurrence mais j'ai été un peu déçu par Cyberpunk Edge Runners où pareil je voyais tout le monde s'exciter autour de moi. Alors j'étais content de voir les gens s'exciter pour une série Trigger mais en fait j'ai trouvé un peu ni fait ni à faire, c'est un peu exagéré, c'est pas le cas du tout. Mais c'est une série, on sent que c'était pas eux qui pilotaient, c'est pas eux qui étaient à l'écriture. Et puis c'est peut-être aussi leur faute à eux-mêmes chez Trigger. Mais je trouvais que la série avait des gros problèmes de rythme. Des épisodes étaient quand même moins intéressants que d'autres. La série n'avait que 10 épisodes. C'était une série extrêmement courte. C'était une mini-série. Et en fait, ça m'emmerdait parce que j'avais l'impression de passer à côté. Tout le monde autour de moi avait surkiffé la série, quoi. Et donc j'avais des putains de. En fait, j'étais pas chaud à l'idée de revoir pendant le Stalking. Et je me disais même, mais en fait, surtout quand on nous avait annoncé, c'est de nouveau Imaishi à la réalisation. C'est on retrouve les mêmes gens au chara design. Je me disais, Yu Yoshinari, réalisateur de Little Witch Academia, qui était déjà sur la précédente série à l'époque en 2010 de Punch and Stalking, il est toujours là aussi à l'animation sur cette série, sur cette nouvelle saison. Je me disais, putain, ça va être la série de vieux mecs. Ils sont entre couilles là. Alors oui, c'est une série qui en joue de la ceinture, mais ça aurait été rigolo de faire un revival avec genre des meufs aux commandes. Vraiment, j'étais parti là-dessus, quoi. Surtout qu'il y a des meufs qui ont fait des séries assez cool chez Trigger. Donc j'étais en mode dommage, quoi. Et en fait, c'est fantastique. C'est-à-dire qu'en gros, dès le premier épisode, moi je pensais que ça allait être évacué en mode blague. Non, tu as un épisode premier qui, de manière complètement abracadabrantesque, faut que j'arrête d'utiliser ce terme, mais qui conclut, qui explique ce qui s'était passé en fin de saison 1. Enfin, en gros, dès le premier épisode, en gros, on résout le problème de la saison d'une manière complètement abusée. Ça va encore une fois très très loin, plus loin qu'à l'époque. Je sais pas si c'est parce que sur Amazon Prime, ils peuvent se permettre de montrer des pénis et des chattes, des vulves, pardon, en gros plan, même si l'animation est très stylisée, mais ils le font. Et on retrouve un espèce de statu quo dès le deuxième épisode, où maintenant l'idée c'est que les deux démons, Scanty et Nisok, qui étaient les emmerdeuses de la première saison, maintenant sont les colocataires. Et du coup, pour les remplacer, on a un nouveau duo, donc les espèces de bichonen. Ça pour le coup c'est un peu plus moderne. Les espèces de femboy Gen Z alpha qui passent leur temps sur TikTok. La VF les a vraiment pas loupés. Ils ont vraiment un langage en mode t'as trop d'être ça, c'est le sang frère. Et vraiment j'ai vu ça avec mon chéri, on a mis en pause régulièrement, on était éclatés de rire sur les répliques. La VF est vraiment fantastique. Il y a une VF du coup pour celui-là. Ouais, ça j'ai oublié de le dire parce qu'il y avait pas, on avait vraiment pas de VF à l'époque à la première saison. Là on en a une ici et elle est démentielle, quoi. Peut-être problème de mixage audio, des fois le son est un peu, la musique est parfois trop forte par rapport aux voix, mais par contre l'adaptation des dialogues et les comédiens ils sont tous formidables, c'est absolument démentiel. Et la série est géniale. Ça va encore plus loin que la première saison. Les séquences d'action, quand tu en as, en fait, quand tu as des oppositions, ils te refont comme dans la première saison, les deux nouveaux anges, les deux bichonnets à la con, ils arrivent en milieu de saison comme les deux démons dans la première saison. Et ça permet d'avoir pas un truc de segmenter en 2-3 petits épisodes, mais vraiment en 20 minutes.
où on va te mettre un antagoniste, t'as une putain de scène d'action au milieu avec des véhicules, ça va dans tous les sens, machin. Et c'est assez impressionnant, on dirait qu'ils ont rien perdu depuis 15 ans, on dirait qu'on est revenu en 2010, c'est absolument démentiel, on dirait que ça sort naturellement, je sais pas comment ils travaillent les mecs, je pense au storyboard, enfin il y a vraiment une maîtrise de découpage, enfin c'est génialissime. Il y a toujours une maîtrise incroyable en termes de se permettre d'animer de manière conne un mouvement, parce que ça va être drôle, et ça peut aussi être classe en même temps, machin, enfin bref, c'est génial. Quelque part, j'étais un peu parti en mode c'est un peu dommage, c'est encore des références très très vieilles, genre c'est des références américaines des années 80 voire des années 60 parfois. Mais quand tu connais les références, c'est vraiment jubilatoire et en fait tu rigoles comme si tu retrouvais des bons potes que t'avais pas eu depuis 15 ans, ils sont à la maison, ils boivent des bières avec toi et tu rigoles sur les mêmes vieux films, les mêmes vieux comics de merde. Moi j'étais vraiment en mode j'étais pas forcément je me répète mais je suis vraiment très agréablement surpris de cette série. Et je vais terminer là-dessus, c'est que on nous a annoncé que ils sont déjà, alors on croise les doigts qu'ils vont pas prendre 15 ans, mais comme la première fois, mais ils ont annoncé une nouvelle saison. Donc une saison 2 de New Punch and Stalking, donc en fait une saison 3. D'autant plus que l'épisode final de cette nouvelle saison se permet encore de refaire la blague du cliffhanger ultra putassier, qui va jusqu'à introduire des nouveaux personnages et très intéressant. Amazon Prime a officiellement annoncé que ça arrive. Alors donc j'espère que ça arrive genre dans un an ou deux grand max quoi. Regardez Punch and Stalking, putain, moi je vis pour voir ce genre d'animation, je vis pour voir ce genre de doigt d'honneur en termes d'animation. C'est à la fois je m'en foutis, c'est à la fois extrêmement savant dans le découpage et dans en fait l'historique de l'animation à l'américaine et à la japonaise mélangés en même temps. C'est putain trop bien. On a beaucoup parlé, on a 2 films à aborder. On va commencer par Ryland Hughes, vu que c'est lui qui a fait son film en tant que réalisateur le premier, Lake Michigan Monster. Everyone in position. Are you a band? You're a dead man walking, Seafield. Oh, why don't you go shoot a Tiffany player? Donc Lake Michigan Monster, donc petite comédie assez courte, un film qui dure 78 minutes à peine. C'est un film en noir et blanc avec un tout petit budget qui nous raconte l'histoire du capitaine Seafield, un capitaine pour le moins excentrique et surtout plus que porté sur la bouteille, qui se lamente depuis longtemps de la mort de son père tué par un monstre qui vit dans le lac Michigan, donc le Lake Michigan Monster. Il se décide, tel un capitaine Hakab des temps modernes, de rassembler une équipe de spécialistes pour le traquer. Il a donc sous ses ordres l'expert en armes John Shaughnessy, son opératrice du sonar Nedge Pepsi et un ancien marin, un ancien officier Dick Flynn. Et donc avec ce petit trio, ils vont donc affronter le terrible monstre du lac Michigan qui réside dans quoi quelques mètres sous la mer, quoi. Donc vraiment quelle aventure. Oui. Oui, non, mais c'est un vrai film de monstre ou pas, je ne sais pas. Mais on va essayer un peu d'expliquer un peu ça dans le délire. Mais vous avez remarqué que du coup le rôle titre c'est Ryland Hughes, donc le Captain Sheffield. Ryland Hughes, il joue aussi le rôle du monstre qu'on voit à la toute fin du film. Et dans les autres personnages qui me paraît aussi être important, il faut signaler, oui, il y a le personnage du frère du Captain Sheffield, donc Ashcroft de son nom, qui est interprété par Wayne Frank Hughes. À dire oui d'accord, c'est son frère. Non. En fait, c'est son père. Donc son père joue son frère. Et on a aussi le personnage de la grand-mère. Le personnage de c'est compliqué. Hein. La grand-mère de Ryland Hughes, donc Lucille Hughes, joue la femme du personnage de Ryland Hughes. Donc voilà, c'est une espèce de... C'est étrange, quoi. Une manière de régler son Oedipe, hein, écoute. Ouais, c'est... Bon, bref, c'est génial. Ouais, donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, outre la blague, c'est que c'est vraiment un tournage fait, effectivement, entre amis, quoi. Donc, le film est effectivement produit par Ryland Hughes, Mike Cheslick et un certain Sebastian Johnson, qui était déjà producteur sur le court-métrage Lips. Et
il y a aussi pas mal de producteurs exécutifs qui sont en fait littéralement les comédiens que vous voyez actuellement à l'écran, qui sont tous là, hein. C'est-à-dire Eric West, donc Sean Shaughnessy, il a mis de l'argent à lui dans le film. Bella Peters, donc la compagne de Ryan Hughes aussi. Voilà, c'est pour vous dire le délire. Je sais pas qui est tout le monde. Il y a aussi un Cutter Hughes au générique, donc je pense que c'est aussi de la famille. Vous voyez que c'est vraiment. Alors, c'est quoi le budget du film? Dites-moi. Bah, c'est $7,000. Donc c'est vraiment que dalle, c'est vraiment le petit film indépendant. Et ça a été, donc non seulement ça a été tourné entre potes, mais ça a été tourné pas loin de chez les potes non plus, hein. C'est-à-dire ça a littéralement été, c'est vraiment tourné, c'est un tournage in situ, dira-t-on, hein. Ça a été tourné autour du lac Michigan, donc à Milwaukee, la ville de Milwaukee, pardon. Donc la ville dans le Wisconsin. Et il y a quelques plans qui ont été tournés aussi à Muskegon, donc ça c'est dans le Michigan, donc c'est de l'autre côté du lac. Nous avons du coup, comme vous l'avez compris, un film qui a été tourné vraiment en petit comité. Littéralement l'équipe en fait des acteurs travaillait à côté pendant qu'ils faisaient le tournage. C'est-à-dire ils tournaient le soir ou le matin avant d'aller bosser. À cette époque-là, Ryan Hughes, notre cher capitaine Sheffield, il était livreur de pizza quoi. Et Daniel Lang, donc le personnage de Dick Flynn, le marin, et il était videur de boîte de nuit. Enfin vraiment, on en est là quoi. C'est-à-dire il venait dépanner sur le tournage, même si en fait ils sont là pendant quand même une bonne partie du temps à l'écran, hein. Et donc comme vous l'avez compris, donc on l'a vu avec ton pitch, effectivement c'est une satire de films de série B, très spécifiquement de films de monstres, hein, donc comme on avait dans les années 50, hein, toutes les productions Roger Corman, ou dans un style un petit peu moins élégant, les films de Ed Wood par exemple, d'où on avait parlé vite fait du The Thing original des années 50, La chose d'un autre monde de Christian Nyby et Howard Hawks. Voilà, c'est un peu cet esprit-là quoi. Même si Ryan Hughes, en fait, vraiment dans le côté complètement amateur, il affirme qu'il n'a jamais vu de film de monstres des années 50 en noir et blanc. Donc en fait, les mecs sont en train de parodier en fait vraiment un film, un type de film dont ils connaissent, ils connaissent pas les codes en fait. Ouais, c'est ça. L'idée, c'était vraiment de faire un film en mode, on fait ce qu'on peut, on n'a pas d'argent, on s'ennuie pendant et un peu après le confinement pendant le Covid. On a une caméra. On a des gens, on a un bout du lac. Bon on va tourner un truc, voilà. Et tourner un truc, c'est ce qu'ils ont fait. Le film a été tourné, comme vous l'avez compris, avec une vieille caméra numérique. En fait, tout le film c'est du bricolage en fait, pour recréer vraiment une atmosphère de vieux film, jusque dans le son. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas eu de prise son. Enfin, il n'y a pas eu de micro sur le plateau. Je crois qu'il n'y a même pas... Non, il me semble qu'ils avaient vraiment que leur petite caméra DV ridicule. C'est même pas une caméra de cinéma. C'est ça, donc ça a été de la post-synchro, hein, comme on dit. Qui, encore une fois, c'est assez marrant, parce que c'est ce qu'on faisait à l'époque, dans des manières beaucoup plus professionnelles, avec du son témoin. Et effectivement, le film est en noir et blanc, même si, en fait, le film n'a pas été tourné en noir et blanc. Il n'y a pas la totalité des plans. Et tous les artefacts que vous pouvez voir, en fait, de films abîmés, la pellicule abîmée, la pellicule sale en fait c'est des filtres sous After Effects, hein. C'est voilà, une caméra numérique ne peut pas faire une image aussi granuleuse, évidemment, il y a pas de, c'est juste littéralement impossible. Voilà, pour parler des fucking effets spéciaux de ce film, comme vous l'avez compris, c'est vraiment l'art du compositing à la After Effects, avec tout ce que ça entend de cringe peut-être, dira-t-on, ou de charme, pour dire si on est de l'autre côté de la critique. Effectivement, c'est l'art on fait avec ce qu'on peut, même si on n'a pas d'argent. En termes il y a aussi des props, des accessoires qui ont été amenés à même le plateau, qui sont vraiment de l'accumulation. Le personnage de Ned Pepsi, donc qui est la spécialiste du sonar, avec son sonar 2000, son sonar 2000, en fait, c'est des anciennes tables de mixage, comment on appelle ça, de synthétiseurs en fait, et des LED qui allument des trucs. Mais en fait, évidemment, il y a rien de mécanique, hein. Et oui, vous avez bien connu, c'est un morceau d'une valise en fait, une valise de voyage. Cet élément a été d'ailleurs conçu par le papa de Ryan Hughes, donc le fameux acteur qui joue le rôle de Ashcroft, donc Wayne Hughes, qui est musicien de profession, mais il a gratuitement créé des accessoires sur le plateau avec ce qu'il pouvait faire. Et donc oui, en fait, les trois quarts des effets les plus impressionnants entre guillemets, c'est du compositing, notamment en termes c'est-à-dire en gros, on va filmer, on va assembler différentes images, on va faire un assemblage d'éléments avec des
différents calques sous After Effects. On va faire croire qu'un bateau de croisière touristique en fait est en train de couler quoi. Et puis ce petit passage aussi qui je trouve un peu un préambule, un proto Hundred of Beavers. Je sais pas si c'est volontairement une référence de jeu vidéo, mais moi ça il y a des jeux comme Prince of Persia. Ouais, exactement. Voilà, ça a été tourné sur fond vert. Je pense que ça se voit tout de suite. Mais moi je trouve que ça, ce côté un peu comme les anglo-saxons disent schlock, du schlock movie quoi. C'est vraiment, on voit que c'est fait avec zéro thune, mais bon c'est rigolo. Et pareil dans cette idée aussi, ce qu'on appelle du multipass, c'est-à-dire en gros là en fait il y a un seul acteur qui était avec le masque pour faire le fantôme, et il a été, il a repris la même position sur tous les écrans, sur tous les bancs de cette église pour pouvoir faire en sorte nous faire croire qu'ils sont plusieurs. On a quelques plans un peu plus extravagants. C'est un peu fait de briques et de broc tout ça. Je vais un peu dans tous les sens, mais il faut aussi juste signaler, j'aurais dû dire ça tout de suite, j'ai parlé du son, j'ai parlé de l'image et du noir et blanc et des filtres After Effects pour créer un effet de pellicule. Il y a aussi la musique. La musique, en fait, la musique de catalogue, comme on dit, c'est le catalogue G-Wolf Music qui est très connu. Hein. C'est une compagnie britannique qui, depuis des décennies, en fait, propose de ce qu'on appelle de la licence, des productions, paye en fait des morceaux pour pouvoir les utiliser dans leurs films. C'est pas des musiques qui ont été créées spécialement pour le film, c'est des musiques entre guillemets de catalogue, des musiques spécifiques type. Vous allez dire c'est forcément nul, en fait pas forcément, hein, même si aujourd'hui c'est souvent utilisé pour des films un peu pastiches ou comiques ou parodiques. Par exemple les Monty Python utilisaient des musiques du catalogue des Wolf depuis des années, et plus récemment ceux qui regardent Adult Swim, Aquatine Hunger Force par exemple, c'est pas les derniers à utiliser des musiques issues de ce catalogue, mais à une époque il y avait Doctor Who qui l'a fait. Le film Dawn of the Dead, donc Zombie de 78, on utilise. Vous avez ça dans Las Vegas Parano, vous avez ça dans Shaun of the Dead, vous avez ça dans Brokeback Mountain. Voilà, c'est vraiment en fait, c'est pas sale d'utiliser des musiques de catalogue quand c'est évidemment bien choisi. Le monstre à la toute fin du film, le fameux Lake Michigan Monster, et lui il a tout un assemblage de props et de maquillage réalisé par un certain Joe Castro et Alyssa Gagnon pour le maquillage. Donc ça c'est pas des professionnels, mais c'est d'autres gens. Mais généralement, voilà, Eric West, il se maquille lui-même quand il est en treillis militaire. Enfin, il est en camouflage militaire, quoi. Qui d'ailleurs n'a aucun effet dans le film, c'est la blague. Je pense qu'on peut quand même parler, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, parce que c'est vrai que je pense qu'on peut commencer à parler un peu de notre avis sur le film. Ouais. Beaucoup de choses, genre reprocher au film, et j'en fais un peu partie, que c'est quand même très emprunté en termes d'influence, en termes d'humour. Voilà, les gens ont vu du Guy Maddin, d'autres du Wes Anderson. Toi, tu avais une observation aussi, je crois, ça me faisait vraiment passer sur le jeu des acteurs. Sur le jeu des acteurs et tout, ça me faisait beaucoup penser au type d'humour que faisait toujours d'ailleurs. Nostalgia Critique. Le Nostalgia Critique à l'époque, donc Doug Walker. Hein. C'est vraiment ce genre de petit délire un peu de cheapos qui faisait pour les plus jeunes. Hein, Nostalgia Critique. Ils ont fait des films. C'était un critique américain qui faisait, imaginez vraiment un genre de jour du grenier, mais qui parlait de vieux films anciens, souvent des dessins animés d'ailleurs, hein, et qui faisait pas mal de petits sketchs là-dessus. Hein, il a réuni toute une équipe à un moment. Ça s'est très mal terminé. C'était un peu l'affaire Vox Monter, mais version américain, quoi. Mais avec américaine, c'est ça. Encore plus de grands drames là-dedans, et au final, personne n'est propre dans cette affaire. Hein, même les accusateurs. Bref, voilà, toujours surtout les accusateurs. Surtout les accusateurs, oui, c'est ça, surtout les accusateurs maintenant, paraît-il. Toujours est-il, quoi, là, c'était vraiment ce genre de petit humour, et surtout cette façon de parler, ce genre de gag beaucoup basé sur le dialogue, très Monty Python, bien sûr, lui-même était très inspiré, évidemment, qu'on retrouve beaucoup dans ce film-là. Hein. C'est beaucoup de petits acteurs sans qu'une tête, ça peut être à la fois du petit jeu de mots subtil, ou des fois c'est juste du gros délire où on va vraiment s'entêter sur quelque chose de pas drôle, mais ça devient drôle parce qu'on va passer trop de temps dessus. Hein. Mais oui, il y a un moment où ils échangent sur une peinture, je crois, avec le personnage du frère Ashcroft, et vraiment c'est la delivery typical Nostalgia Critique, quoi. Toujours dans le surjeu, quoi, et dans le côté tac au tac. Vraiment, c'est absurde, mais vu que le rythme est là, en fait, tu rigoles un petit peu quand même. Tu pouffes gentiment, quoi. Ouais. Mais oui, j'ai vu des gens, effectivement, beaucoup de gens. Moi, j'avais pas forcément eu cette analyse-là, mais t'es pas le seul à remarquer le parallèle avec de la nostalgia critiquitude. Oula, c'est très moche comme mot. Mais dans les références qui sont d'ailleurs tout à fait assumées, hein, ils ont pas révélé leur amour pour
Doug Walker. Mais par contre, oui, ils assument Guy Maddin. Alors moi, Guy Maddin, je connais pas du tout. Même si j'ai vu le film Rumors, qui apparemment est pas son meilleur, c'est son dernier, qu'on a vu à mauvais tour l'année dernière. Mais il est connu pour faire effectivement, pareil, du compositing aberrant en fait. Où on voit tout de suite le trucage. Après, c'est un charme certain qui évoque dans certains plans le sempiternel, l'éternel cinéma expressionniste allemand. Mais apparemment, voilà, c'est très très emprunté. Et Guy Maddin est d'ailleurs dans les remerciements, les special thanks au générique. Donc je crois que lui-même, ils l'ont mis au courant en fait, qui s'inspire complètement de la manière dont il fait des trucages. Autre chose, je pense aussi que là ça peut se voir quand même assez facilement, c'est du Wes Anderson, en particulier son plus connu, La vie aquatique. La séquence d'ouverture en fait avec les personnages, c'est vraiment le même genre de découpage extrêmement rapide où on te présente les différents protagonistes avec voilà des séquences aberrantes là. Et moi alors ça c'est pas revendiqué, mais moi j'ose voir aussi un peu de Edgar Wright là-dedans dans le découpage qui sur certaines séquences. Par exemple là, le moment où ils se mettent à déplier tout leur établi sur la plage, établi de briques et de broc, on rappelle, hein, c'est vraiment des accessoires nuls à chier. Là, ce que je vous montre, c'est littéralement les plans quasiment tous les plans de cette séquence un par un quoi. Ils sont tous extrêmement rapides. Alors là, pour le coup, on n'est pas en train de voir des pintes de bière servies au bar, au pub anglais, mais il y a vraiment ce côté, comme vous pouvez le voir dans l'enchaînement des séquences de Hot Fuzz ou de Shaun of the Dead quoi. De l'aveu de l'équipe en fait, de l'aveu de Ryland Hughes, c'est plus inspiré des comédies d'action kung-fu quoi. Donc oui, effectivement, on peut voir ça. Je pense on peut surtout le voir aussi dans la séquence de combat final qui lorgne aussi un peu sur le côté animé, mais c'est vrai que le côté la caméra qui va dans tous les sens, qui en plus se permet d'être assez souple en termes de décor vu que le décor est un fond vert dans cette séquence finale. Il y a vraiment un côté effectivement le moment où il fait tourner sa casquette sur lui-même avant de la remettre, ça n'a aucun intérêt mais c'est un peu rigolo et un peu classe. Voilà, c'est cette influence du cinéma d'action chinois et hongkongais des films d'arts martiaux quoi. Oui d'ailleurs on le voit aussi dans la séquence de course-poursuite du tunnel à la fin qui est assez incroyable. Moi c'est vrai que je suis pas forcément fan des emprunts à Wes Anderson ou à Guy Maddin dont je connais très peu le travail. Par contre j'avoue que c'est assez charmant de voir qu'ils arrivent à faire pas de l'or, mais en tout cas de rendre extrêmement dynamique $7,000 quoi. C'est-à-dire vraiment ils ont pas de budget, mais ils ont un expert des effets spéciaux. J'ai oublié de le dire quand je parlais de la pré-prod du film, mais oui, tous ces effets de compositing, c'est pas Ryland Hughes, hein. C'est effectivement Mike Chesley qui est quasiment le second réalisateur du film, en tout cas des 30 dernières minutes, des 20 dernières minutes quoi, où tout est sur fond vert et en fait c'est vraiment lui qui est à la caméra, c'est lui qui est au montage, c'est lui qui est aux effets spéciaux, aux incrustations. C'est le final du film est assez déjanté pour ça. Et après, c'est pas forcément en termes d'humour, mais je pense que c'est impossible de ne pas parler de toutes ces influences jeux vidéo. Même si je trouve que c'est un petit peu trop Nintendo centré à mon goût. Hein. Vous savez qu'ici, c'est un peu le problème avec les Américains. Voilà, ils pensent jamais à Sega ou à d'autres. Il n'y a pas que Sega dans la vie. Je dis ça parce que faut pas que je parte encore sur une tangente, mais Nostalgia Critique ou la grille vidéo game nerd, machin, c'était vraiment quand tu voyais leur critique, ils parlaient de jeux vidéo rétro, c'était toujours Nintendo, c'était la NES ou la Super Nintendo quoi. Ils allaient rarement voir du côté de chez Sega ou même de la PlayStation ou ailleurs. Hein. J'imagine les fans de PC Engine, ils ont encore moins de chance que moi. Hein. Mais ceci, on va pas bouder notre plaisir quand même d'avoir des références de jeux vidéo. Donc voilà, on a un œuf de Yoshi. Dans les commentaires audio, effectivement, oui, c'est un œuf de Yoshi. Ils disent pas s'ils l'ont peint avec des ronds verts, mais on revient sur cette petite séquence qui, ça c'est notre observation personnelle, mais je pense que c'est même si c'est pas volontaire, il y a des relents de jeux de plateforme old school là-dedans. Apparemment, ce fameux masque aussi, ça on en a pas parlé, c'est une petite anecdote, mais ils ont failli Andros de Star Fox, Andros c'est for the free, et ce masque en fait, c'est con, ils l'ont peint pour lui donner une texture argentée, même si je pense que c'était pas forcément nécessaire, mais bon, bref, je ne suis pas réalisateur de film. Et le truc c'est qu'ils ont tourné la séquence avec l'acteur sous le masque juste après avoir peint à la bombe de peinture, et le type a failli tomber dans les pommes. Voilà, c'est aussi la dangerosité de faire des tournages en amateur et de ne pas connaître les règles de sécurité. Et moi, surtout, il faut quand même que vraiment, j'insiste, je trouve que la toute fin du film est quand même assez satisfaisante en termes. C'est une course poursuite Bob l'éponge-esque, vraiment une séquence de course poursuite solo. Et encore une fois, c'est révélé dans les commentaires audio, c'est que ils se sont dit on va le faire, Ryland Hughes dit je vais nager comme dans Mario 64.
C'est vraiment encore une fois la Nintendo fanzosisation des marchés. C'est toujours vraiment cette période très précise de Nintendo. C'est Star Fox, c'est Ocarina of Time, un peu dans le film d'après. Mario 64, c'est vraiment cette époque-là. On peut deviner avec quel jeu ils ont grandi ces gens-là, avec quelle époque quelle machine ils ont grandi. Donc visiblement pas une PlayStation et pas une Sega Saturn, mais bon c'est pas grave, personne n'est parfait. Voilà. Bah bon, en résumé, c'est assez sympathique, assez rafraîchissant. On rappelle que c'est quand même fait pour 7000 balles, hein. Donc c'est quand même... c'est que dalle. C'est pas non plus un film incroyable, je trouve. C'est pas excellent. C'est normal, c'était même pas son but, à mon avis, d'être excellent, hein, non plus. C'est surtout un gros délire entre potes. J'ai oublié de le dire, mais dans les commentaires audio sur le Blu-ray, donc il y a 2 pistes de commentaires audio. Une, ils sont normaux et tu les entends s'ouvrir des bières, et après ils en font un deuxième, alors qu'ils sont encore en train de voir, ils revoient le film une deuxième fois. Bon, ils font beaucoup de blagues, c'est hilarant, et ils disent à de nombreuses reprises, c'est de l'autodérision, mais ils disent c'est un film nul à chier, personne ne va acheter le Blu-ray de toute façon. Donc eux ils en sont conscients. C'est vrai qu'une bonne partie du film, ça fait quand même pas mal sourire, mais ça reste quand même assez classique, hein. Et c'est vraiment sur le dernier acte qu'on va vraiment à fond dans les délires, dans les effets spéciaux, dans les références, dans toutes ces choses-là. Sûr qu'ils se retiennent un petit peu en attendant la fin de pouvoir tout exploser, hein. Mais c'est vraiment une proto-version de ce qu'ils peuvent faire avec plus de moyens sur le film suivant. Oui, moi je suis globalement d'accord avec toi, je suis peut-être un peu plus enjoué, mais oui c'est vrai. En fait moi pour tout dire, je sais pas, tu l'as vu avant ou après le deuxième film dont on va parler ce soir? J'ai d'abord vu Lake Michigan. Et après, j'ai vu un ok, d'accord. Je pense que du coup, tu as eu peut-être une meilleure expérience que moi, parce que moi, c'est l'inverse. C'est ça, ouais, parce que moi, je pense que beaucoup de gens, en fait, ils ont vu. C'est surtout Night of Beavers qui a vraiment fait décoller la réputation de ces gars-là. Pour beaucoup, je pense, c'est un peu à ça que ça servait, le coffret DVD qui a pu être édité et distribué en France, là. Tout à fait. C'est un peu vraiment, un bonus, le deuxième film. Hein, c'est vraiment, le Lake Michigan Monster est vraiment vendu comme un simple bonus qui est dans le lot. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est parce qu'il est mis en avant la cover. Alors, c'est une belle édition tout à fait sympathique, et merci à eux de l'avoir sorti en France. C'est un caribe de distribution. Vraiment, t'as le visuel. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'on a la petite affiche là. Elle était dans le coffret. Tu as en fait, la jaquette du DVD, du Blu-ray, c'est ça. Hein, c'est un combo DVD Blu-ray, c'est ça. Et ils ont mis dans un coin tout petit le haut Lake Michigan Monster, quoi, pour dire oui, il y a un deuxième film en bonus. Il y a ça aussi. Le film est pas vrai, et pas du tout vendu là-dessus, quoi, effectivement. Pour encore une fois, à chaque fois, on vous révèle un peu l'arrière-cuisine. Donc moi, j'ai découvert d'abord le Hundred of Beavers. C'est moi qui ai recommandé les films dont on parle ce soir. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ça que j'ai acheté le coffret Blu-ray, et j'ai regardé Lake Michigan Monster après. Au début, j'étais vraiment pas emballé. J'étais en mode putain, mais en fait, c'est une merde, quoi. J'étais en mode, on sentait vraiment le premier film et qu'il y avait un espèce d'humour de stoner absurde, oui, à la nostalgie critique. Mais nostalgie critique, c'est des trucs que alors même si les fans hardcore ont acheté les DVD des films, je sais bien, mais tu les regardes gratuitement sur YouTube, ces machins. Tu vois ce que je veux dire? Ou sur leur site là, thatguywiththeglasses.com. Là pour le coup, je me disais ils sont quand même un peu. Ce film a fait la tournée des festivals des États-Unis. Il a eu quelques prix, je crois. Il a eu un prix au Canada à Fantasia Fest, prix du public. Je te dis putain, mais franchement, c'est un peu exagéré, quoi. En fait, le truc c'est comme toi, c'est que je me suis rendu compte en fait à la fin du film, et je pense que c'est aussi peut-être justement c'est plus Mike Chesley en fait qui m'intéresse que Ryland Hughes, en tout cas en termes de réalisateur. On sent clairement que c'est Mike Chesley qui a dirigé toute la fin du film, tout le dernier tiers, quoi, le troisième acte entre guillemets, qui évoque Bob l'éponge dans ses montages assemblages d'acteurs dans le décor de synthèse, très très drôle, et que même si la première moitié était vraiment rebutant, parce qu'il y a vraiment un amateurisme, hein, c'est vraiment l'amateurisme est total, hein, vraiment faut vraiment insister là-dessus, ceux qui vont découvrir le film. Je pense que si t'es un peu bourré, un peu stone, peut-être que ça peut te faire rire, mais c'est pas un humour qui est accessible d'entrée, quoi. C'est vraiment l'eau est forte, quoi. Le truc c'est que le dernier acte, il est très fun, il est très con. Il est extrêmement dynamique. Il y a un passage en dessin animé, c'est un grand mot, mais il y a un message de flashback où le monstre raconte l'histoire, et c'est les dessins de Mike Chesley lui-même. Et ça se termine avec une chute en mode non, je vous révèle pas le gag, mais la chute c'est non, les magasins sont fermés après 22h, et en fait il reste 5 minutes comme ça. Ah oui, c'est vrai.
Ah, mais c'est vraiment bête. Alors qu'ils sont en train de s'entretuer, quoi. Économiquement, ça n'a pas de sens. Enfin, et là, j'avoue que je trouve ça drôle, quoi. Et voilà. Et donc, en fait, je comprends tout à fait que Mike Cheslick, je sais pas comment le processus créatif vraiment s'est déclenché pour lancer le deuxième film, mais à mon avis, ça lui a permis de se faire la main et de se dire, ah, on va faire un truc pareil, mais pousser encore plus les potards au max. Oui. En termes d'image composite quasiment sur au moins 50-60% du film, et sur le côté cartoon, tellement cartoonesque que on va carrément retirer les dialogues, pourquoi pas. Voilà. Et donc voilà, le deuxième film dont on va parler. Pour avoir donné peut-être notre avis final. Notre avis. Je veux dire que j'ai aimé, c'est un petit j'aime. Je suis pas sûr que je le reverrai. Cela dit, ça me suffit amplement de l'avoir vu une fois. Je le reverrai peut-être sur ce truc sur ce DVD, histoire de. Après, les commentaires sont très drôles. Que le disque ne reste pas vierge, mais sinon c'est pas spécialement dans mes envies immédiates. Je le conseillerais. Ce serait un petit conseil. Ce serait surtout impératif de soit de proposer de voir Another Believers avant, ou alors de leur prévenir en te disant. Dès que tu as fini ce film, je vais te montrer un film de fou. Mais il faut que tu regardes celui-ci en te disant, voilà les débuts. Ouais, c'est les Origins, quoi. C'est leur premier, c'est leur précédent projet, quoi. Moi, je dirais que, du coup, je me suis gaufré le film 3 fois, quoi, en moins d'une semaine. Alors, ça remonte un petit peu, je l'ai pas revu depuis, mais je l'ai quand même mis en tête, quoi. J'ai redu mes notes, j'ai mes screenshots sous les yeux. Je l'ai quand même bien aimé, mais pareil que toi, c'est un petit j'aime, en fait. Et en fait, j'aime surtout parce que mine de rien, le film se tient dans le fait qu'il est, comment dire, l'image du film, enfin, toute la direction artistique, elle est indéfendable. Et c'est le fait qu'elle est indéfendable que ça devient cohérent. Enfin, vraiment un truc, vraiment une logique de film de série Nickelodeon à la Bob l'éponge, quoi. Grosse série de stoner. Et le film se tient quand même. Donc moi, je trouve ça le film assez amusant pour ça. Après, non, je le recommande pas. Enfin, ou je le recommande, voilà, comme toi, avec des grosses guillemets. Je serais plutôt en mode, regardez directement Dreads of Beavers, et si vous voulez voir les origines après, tester celui-ci parce que le final mérite vraiment le détour, mais c'est tout, quoi. Donc je le recommanderais pas au final si je veux être binaire, et je ne le reverrai pas non plus parce que je l'ai vu assez, en fait. Et en vrai, il y a pas tant de trucs à gratter que ça en termes de gags en arrière-plan ou de sous-texte dans les blagues. Le film est assez simplement écrit, quoi. Donc ouais, je sais plus ce que j'ai dit. Donc oui, j'aime, je ne reverrai pas et je ne conseille pas. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Je remettrai à ce film la note de... Le 7e saut avec un jeu de dames sur 20. Je donnerai à ce film la note de Sean Shaughnessy sur 20. Oui, le film se permet quand même de citer du Bergman. C'est vrai, non, mais ils ont de la culture. Ils ont une culture dégénérée, mais ils ont de la culture quand même. Et... Après, ça dit, le jeu d'échecs avec la mort, même Karim Debache l'a fait. Oh, tout le monde l'a fait. Du coup, maintenant, faut que j'attende encore 2 ans avant de pouvoir faire une référence là-dedans, sinon les gens ils sont grillés, ils ont dit putain, mais ça y est, ils veulent le faire tout de suite après. Il est temps d'enchaîner sur on va pas se mentir, le gros sujet en fait de ce soir. On a gardé le meilleur pour la fin. Hundreds of Beavers, cette fois-ci réalisé par Mike Cheslick, coécrit par Mike et Ryland Hughes, et comme le précédent film, tous les montages et tous les effets spéciaux numériques sont réalisés par Mike Cheslick toute seule avec ses petits bras et son petit After Effects. Veux-tu bien nous pitcher le film, mon cher Psycho ? Bien sûr. Eh bien, Hundreds of Beavers nous parle d'un fabricant et aussi fortement consommateur d'Applejack. Donc c'est pas un jeu de mots, c'est une vraie boisson, c'est une espèce d'alcool fort à base de pommes. Donc ce n'est pas du cidre. Ah bref. Donc toujours est-il que nous suivons Jean Kayak, donc qui est producteur d'Applejack, du coup. Et les jours se suivent et se ressemblent dans la joie et l'ivresse, jusqu'à ce que tout son business soit ruiné après la destruction de sa ferme par des mystérieuses créatures dans l'ombre, même si on reconnaît quand même assez facilement l'Orquenote. Et donc il se retrouve fort dépourvu quand la bise fut venue, parce qu'il reste quand même en Amérique du Nord en plein hiver. Plus rien, plus de revenus, plus de foyers et plus d'alcool pour se réchauffer. Donc après s'être sevré un petit peu, il va devoir survivre par lui-même dans le grand froid et devoir chasser tout seul avec sa bite et son couteau. Sa bite peut-être en fait vu qu'il n'a même pas de couteau. Au début il a rien. Ouais. Et finalement un peu contre sa volonté, il va
va finir par devenir, par infortune, un chasseur de fourrure qui va donc essayer de se faire un business là-dedans, et il va s'avérer, au fur et à mesure, à force d'apprentissage, être assez doué, avec une certaine obsession pour les castors qui lui permettront de réunir suffisamment de fourrure pour taper dans l'œil du marchand de fourrure local qui lui aurait promis la main de sa fille. Mais là où ça devient débile, c'est que ce film-là, vous prenez ce pitch-là, en noir et blanc, quasiment muet, contrairement au film d'avant, avec une ambiance cartoonesque des années 50, vous balancez des références aux jeux vidéo. Ah, et au fait, tous les animaux du film sont en fait joués par des mecs en costume. Et là, les gens te prennent pour un fou. Ils te disent, mais ce film ne peut pas exister. Ça n'a aucun sens. Ce serait ridicule. Là, généralement, on me dit, ouais, écoute, là, il est 2h. Faut que je ferme le bar. Là, au bout d'un moment, faut. Il n'y a plus que toi, écoute, je te raccompagne. Et je pense qu'ils ont dû écrire le film comme ça, hein, d'ailleurs. Et ça m'étonnerait pas. Ils n'ont pas écrit le film comme ça. Par contre, ils l'ont tourné comme ça. Ça, c'est véridique. Mais heureusement, ils l'avaient préparé en avant pour pouvoir se le permettre. Petite tour d'horizon des personnages, vite fait du film. On va spoiler un petit peu, hein, mais bref. Mais aussi pour que vous commenciez à avoir des visuels et vous rendre compte de la folie douce c'est que les c'est premiers que plans que vous voyez, Jeff Beavers. Tout à fait. Donc là, nous avons Jean Kayak, donc toujours interprété par Ryland Hughes. Nous avons le personnage de Doug Manchesky, donc ce n'est pas le Père Noël, mais c'est le maître trappeur, le maître chasseur de fourrure. Wes Tank, qui est le vendeur, justement. Alors j'ai oublié de le dire, ce sont des acteurs professionnels qui viennent de théâtre d'improvisation. Du Wisconsin. Nous avons Olivia Graves qui joue la fille du vendeur et qui est aussi fourreuse, quoi. Enfin, je veux dire, non, c'est pas comme ça. Je veux dire, elle s'occupe de. Comment tu dis ça en français? C'est littéralement ça, parce que dans la version anglaise, c'est The Furrier, quoi. Donc, je pense que je ne sais pas comment ça ne se dit. Je ne pense que ça se dit clairement pas déjà en anglais, quoi. C'est un jeu de mots avec fourrure, quoi. C'est presque un mot inventé parce que tu connais pas de vrai terme, donc voilà, c'est à fait de la fourrure, c'est la fourreuse, quoi. Qu'on soit des vêtements avec de la fourrure d'animaux. Encore une fois, c'est là juste une actrice aussi des planches dans le coin dans l'état du Wisconsin, mais c'est surtout également une danseuse de pole dance. Retenez bien cette information. Nous avons Luis Rico à droite là qui joue le trappeur autochtone, quoi, qui pareil n'est pas un acteur professionnel, c'est un ancien catcheur. Retenez bien cette information quand vous verrez le film. C'est pas rien n'est laissé au hasard. Non, mais je pense que le casting est très très bon, quoi, tout à fait logique. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et il y a tout un paquet d'autres personnages, comme vous pouvez le voir. On a un cheval, interprété par deux personnages, deux acteurs extrêmement convaincants dans leur rôle de cheval, vraiment des très très bons chevaux. Enfin, cheval. Ils sont deux pour faire un cheval. Vous m'avez compris. Revoir les plans, c'est quand même. Voilà, mais nous avons aussi du coup ces fameux castors, effectivement, qui sont en costume. Nous avons des ratons laveurs, nous avons des lapins qui sont bleus, hein, pour l'anecdote, où vous avez des photos de tournage, ils sont bleus, mais du coup on le voit pas sur le film. Là, c'est incroyable. Je le dis pas souvent, mais alors pour ceux qui vont écouter le podcast, essayez de revoir. Je suis désolé pour eux. Essayez de voir la rediffusion. J'aurais coupé plein de choses dans tous les cas, évidemment, mais pour pas que vous soyez trop tristes, ceux qui écoutent en podcast. Mais en vrai, pour une fois, je vous conseille quand même d'aller voir la rediffusion vidéo parce que les images, ça vaut son pesant de cacahuètes. Si vous ne savez pas à quoi ressemble le film, c'est vrai qu'il faut le voir pour le croire, quoi. Donc ouais, donc les chiens, voilà, les chiens de traîneau. Mais voilà, et donc tout ce que je vous ai montré là, donc vous avez bien vu que c'est des gens en costume, en fait. Tous les gens sur le costume, c'est les différents gens de l'équipe, en fait. Soit les acteurs qui étaient pas présents dans ces scènes-là, qui du coup se permettent de jouer un autre rôle de chien, de loup, de castor, sous la tenue, sous le costume de parc d'attraction. Vraiment, c'est une mascotte de parc d'attraction, comme on l'a dit. Mais aussi les gens de l'équipe, également également certains producteurs, également le chef opérateur s'est retrouvé là-dessous, quoi. Effectivement, il n'y a pas que des acteurs en costume, mais on a aussi des marionnettes, voilà, des marionnettes comme ce magnifique cette petite grenouille que je trouve extrêmement mignonne. Ça, c'est les loups. Moi, je trouve ça vraiment mignon premier degré, même si c'est aussi censé être drôle, je sais bien. Je vais pas tout vous montrer, mais on a aussi un poisson à un moment et d'autres petits personnages amusants. On a des larves, on a un pivert, on a un écureuil qui apparaît dans un
tout petit plan, il y a plein de petits protagonistes. Et ça, c'était juste pour finir ce petit tour des personnages avec quelques casteurs un peu plus importants que d'autres. En tout cas, visuellement, qui se remarquent. Hein. On a effectivement ce duo d'enquêteurs très original, un design qu'on n'a jamais vu auparavant. Pour ceux qui n'ont pas d'image, c'est littéralement des castors Sherlock Holmes et Dr. Watson. Et on a aussi, oui, des castors avocats, une scène de procès qui est assez incroyable. Je pensais que la mouche était le seul personnage qui était un modèle 3D fait sous After Effects. C'est pas le cas, c'est effectivement une boule de laine attachée avec un fil et qui bouge comme ça. Donc non, c'est vraiment ils ont essayé de faire le maximum de choses qu'ils pouvaient en practical et ils y sont tenus quoi. Faut aussi que on commence à parler du budget du film peut-être, ça serait pas mal. Alors là c'est déjà il y a un gros bond par rapport à l'ancien. Hein. La seconde est passée à quand même 150 000 $. C'est bien plus de brouillon qui est toujours bien. Hein. Oui, mais oui, c'est quand même beaucoup par rapport à l'ancien. Sachant que ne serait-ce que les costumes, on était sur déjà 10 000 $ juste pour les costumes, hein, tous achetés online, hein, mais cela dit, c'est pas que du tout fait. Il y a eu il y a eu quand même pas mal de bricolage sur les costumes qu'ils ont dû refaire. Beaucoup de récup aussi. Il y a par exemple, voilà, les harnais des chiens de traîneau. Et c'est des gears de bondage BDSM. Hein, c'est des lanières. Maintenant que je le sais, à chaque fois que je revois le film, je peux pas penser à autre chose. C'est horrible, quoi. Mais oui, effectivement, ça saute aux yeux. C'est assez marrant, quoi. Évidemment, il y a l'iconique tenue de Jean Caillac, hein, qui est vraiment son costume en raton laveur, du coup, qui est, ça a été fait, presque tout le costume a été fait main, je crois, il me semble, hein, à ce moment-là. Oui, c'est un props. Une personne avait effectivement ce poste-là sur le plateau, sur le tournage. Donc tout n'est pas que de la récup, effectivement. Comme d'ailleurs les accessoires de nos Sherlock et Holmes, qui ont respectivement été faits et par la compagne de Emma Cheslick pour, je crois, le chapeau de l'un et la compagne de Raylan Hughes pour la petite pipe de l'autre personnage. Enfin, c'est assez marrant. Vraiment, tout le monde met la main à la pâte sur le plateau. Et aussi, d'ailleurs, tout le petit stand du vendeur a été fait gratuitement, encore une fois, par le père de Raylan Hughes. Vraiment, encore une fois, c'est le bricoleur de la famille, j'ai l'impression, alors que le mec est censé être musicien. Ah, on ne l'a pas dit. On peut peut-être, j'en profite maintenant. Il y a une chanson de fin dans le film d'avant, Lake Michigan Monster, interprété par le personnage d'Ashcroft, et donc c'est l'acteur lui-même, hein, alors attends, c'était quoi son nom déjà? Je reprends mes notes. Wayne Hughes. Donc c'est lui qui chantait. Et ce film-là commence, pas fini, par une chanson qui est également interprétée, écrite, auteur, compositeur, interprète. Il y a plusieurs chœurs qui l'accompagnent, mais c'est vraiment lui qui est à l'origine de la chanson, par Wayne Hughes. Donc voilà, encore une fois, un tournage qui reste quand même très familial. Mais oui, 150 000 $. Le film a été tourné dans le Wisconsin, encore une fois. Donc c'est toujours pas une caméra de cinéma, mais ils sont quand même montés en gamme. C'est alors, je parle sous l'autorité de, les commentaires audio, un DSLR digital, un single, comment on appelle ça, un single lens reflex, donc un appareil réflexe, c'est un Panasonic GH5, donc ça vaut 1700 balles, hein, ces trucs-là. C'est un petit budget, mais c'est pas du tout une caméra professionnelle, quoi. Et encore une fois, c'est tourné en numérique, donc encore une fois, tout ce qui va être salissement de la pellicule, ça a été fait à coup de numérique, de filtre. Et donc oui, je disais, le film, c'est un tournage in situ, hein, encore une fois, quelque part, parce que le film a été tourné dans le Wisconsin, vraiment en extérieur. Les comédiens se caillaient vraiment tout le temps. Et ça a été tourné en 2 fois. Enfin, en tout, il y a eu 12 semaines de tournage, si j'ai bien suivi. Il y avait d'abord un premier hiver où ils ont tourné pendant 2-3 semaines. Ça correspond plus ou moins aux 30 premières minutes du film, le premier acte, quoi. Où ils n'avaient pas encore de budget, en fait. Ils sont vraiment allés comme ça, pour ensuite aller démarcher des investisseurs. Et les 10 semaines suivantes, pour l'heure de film, l'heure de film écaille qui reste, qui a été tourné d'ailleurs avec une équipe légèrement différente. Le chef opérateur notamment. Ils ont pu se payer un chef opérateur, un directeur de la photographie professionnel qui a travaillé sur des vrais tournages, qui a tourné des pubs notamment. Mais sinon, apparemment tout le reste de l'équipe était encore une fois dans un amateurisme complet, quoi. D'ailleurs, en parlant aussi de décor, c'est que ça a été tourné effectivement dans le grand nord du Wisconsin, mais c'est
pas du tout un endroit public. Il y avait un propriétaire sur le terrain et il accompagnait l'équipe, quoi. Il a dégagé le terrain pour eux, il a apporté des échelles pour filmer les plans en plongée. Apparemment, il a été très très sympa. Et oui, je pense que le truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que le film a été tourné, voilà, vraiment, ils se mettaient au chaud en fait dans leur caravane le temps de, ou dans des, parfois chez l'habitant, chez notamment le proprio le soir. Mais ils tournaient de journée, ils avaient super froid et quand ils rentraient le soir, en fait, ils bouffaient, ils buvaient comme c'était pas permis, ils dormaient à peine. Et le lendemain matin, ils étaient repartis dès que le soleil se relevait. Apparemment, Mike Cheslick, c'était un type qui voulait vraiment qui a pas forcément été infect. Ils font des blagues là-dessus dans le commentaire audio, mais il a quand même dû un peu booster l'équipe, ouais, quoi. Et je pense que sans l'alcool, ça aurait été un peu compliqué, quoi. Heureusement qu'il y a eu ça pour que toute l'équipe tienne, quoi. Le truc, c'est quoi là, c'est que le film a été très très écrit, très très storyboardé. Surtout, Mike Cheslick lui-même faisait les dessins et ils avaient toutes les feuilles imprimées sur le tournage et ce qui leur a permis de pas trop dévier de la vision original. Il y a une très bonne vidéo, vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Letterboxd. Ils ont fait une petite feature que ça dure, je crois, 5 minutes, où c'est Mike Cheslick qui commente à l'audio la différence entre le film fini, le storyboard et les différents plans composites, quoi, où tu vois les décors et par exemple les marionnettes de poissons sur fond vert ou les marionnettes de grenouilles sur fond vert, où tu vois qu'il y a qu'un seul loup, en fait, il est filmé plusieurs fois pour qu'il y en ait 4, voilà. Et du coup, tu vois les différentes étapes de travail et tu vois que le storyboard est vraiment pas très éloigné de la version finale, quoi. Ils se sont vraiment tenus à ce qu'ils avaient dessiné et ce qui leur a permis aussi je pense d'être un peu plus alcoolisé sur le tournage. Voilà. Ouais. C'est ça le secret pour boire de l'alcool sur les plateaux. Enfin, c'est pas un plateau, mais vous m'avez compris, quoi. Peut-être qu'on peut commencer un peu à parler de faire un peu de l'analyse dans ce que le film propose et de ce que le film envoie comme influence, évidemment, même si je pense que ça paraît évident, mais on est là pour l'expliquer. Si on part vraiment sur l'apparence, juste l'apparence, bah évidemment, c'est un gros hommage au cinéma muet, avec évidemment ce pitch de base dans le grand froid qui fait très Charlie Chaplin, La rue vers l'or. La rue vers l'or, exactement, ouais. Mais à côté de ça, vous pouvez clairement le voir avec ces synchronisation de tous ces personnages, etc. Les gags du personnage principal qui essaie désespérément d'attraper durant une première partie du film les lapins, puis ensuite les castors. Il y a vraiment presque un côté Bibi et Coyote avec le personnage qui utilise plusieurs plans différents, qui se retournent quasiment toujours contre lui, jusqu'à ce que ça finisse enfin par fonctionner et il va s'améliorer au fur et à mesure. Oui, c'est du Chuck Jones, quoi. C'est du Looney Tunes, comme tu dis. Ouais. Il faut savoir que, contrairement en fait au film, au résumé que l'on connaît, générique n'apparaît pas avant les 30 premières minutes. Et c'est vrai qu'on a beaucoup spoilé. Le titre du film apparaît pas avant 1 heure, je crois, ou 50 minutes ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment le gag là-dessus. C'est vraiment aussi le découpage en 3 actes qu'en fait c'est vraiment littéralement au carton, comme c'était un vieux film, même si un vieux film n'aurait pas mis ça aussi distancé, mais t'as vraiment une demi-heure et ouais, c'est assez amusant. Ouais. Donc c'est beaucoup de gags très très 50s avec vraiment le style d'humour qu'on pouvait avoir à l'époque, pas mal de comiques de répétition. Il y a tout un style de gag avec le gérant de la boutique, donc qui chic du tabac et crache dans une tabatière, enfin pas une tabatière mais un pot à crachat et foire à chaque fois. Il y a vraiment un running gag là-dessus où à chaque fois la manière dont il crache est toujours de plus en plus complexe pour toujours ultimement rater. Ça m'a évoqué, j'ai cru comprendre, j'y étais pas à l'époque, mais que c'était au début du 20e siècle, dans les années 10, les années 20, tout le monde chiquait du tabac, mais ça se revoyait aussi dans les cartoons de l'époque, quoi. Peut-être des cartoons plus anciens que les Looney Tunes, Tu prends, enfin, pas les Looney Tunes qu'on connaît, époque Chuck Jones et Bob Clampett et compagnie et Tex Avery. Vraiment, je pense aux trucs les premiers Félix le Chat ou les Mickey, quoi, Pat, il chic du tabac chez Hubby Works. Donc oui, moi je trouve ça assez amusant, mais il va beaucoup plus loin parce qu'effectivement au début c'est simple et puis à la fin il finit par il y a ce gag où il finit par on spoil un gag, mais où le personnage de Jean Caillac, en fait, il sait qu'il va se recevoir le crachat dans la gueule, donc il sort le pot devant lui et du coup le crachat va partir dans l'autre direction parce qu'il va forcément éviter le crachat. Et là on est sur une logique beaucoup plus récente à la Tex Avery, vraiment, où on part sur l'absurde. Ils arrivent quand même à faire tout un historique en fait des gags cartoon, des gags slapstick. Ils sont cultivés, c'est ça que je veux dire. C'est très malin, surtout que c'est ça. On va avoir beaucoup d'évolution avec les gags parce que différents types de comiques de répétition, mais qui avec chaque fois une science, une physicalité de ces gags-là que le personnage va apprendre et va
réutilisés, presque comme de l'apprentissage de technique de jeux vidéo quasiment, où on va réutiliser le même gag, mais utilisé dans une situation en particulier. Un exemple très simple, c'est il y a un gag où il éternue et sa morve gèle automatiquement pour devenir un énorme stalactite sur son nez. Et bien à un moment, pour voir de loin, il va sortir un énorme moulin à poivre de sa poche pour respirer du poivre, rééternuer et ensuite casser sa morve gelée pour l'utiliser comme longue vue. Donc voilà, c'est vraiment c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais on a plein de fois où il va réutiliser un gag dont il était victime à son avantage. Il y a tout un espèce de crafting presque à la Minecraft où il va utiliser des moulins. Il y a un gag une fois, il y a un moment un gag avec un moulin à vent improvisé, c'est pas un vrai moulin, c'est créé avec autre chose. Et ils vont réutiliser ce gag là où il va faire tout un système, toute une mécanique avec ces moulins à vent et le gag des personnages qui sont balancés par les courants d'air. Oui, donc, voilà, mais c'est vrai que là ça évoque presque le jeu vidéo là, c'est vrai. Donc tout va s'emboîter bien comme il faut, de manière très fluide. Tout retombe sur ses pattes, ça atteint son point culminant vers la fin du deuxième acte où il va faire sa plus grosse prise, où c'est tous ces gags-là qui sont tous articulés en un ultime plan qui va se révéler. C'est super malin tout en restant extrêmement drôle. On pourrait penser bêtement que vu que c'est un film où il n'y a pas de dialogue, bah non. Mais en fait, si, justement, c'est écrit pour pouvoir expliquer, pour pouvoir comprendre. C'est une espèce de parcours du héros, quoi. Vraiment, il commence de rien, puis il va au fur et à mesure devenir de plus en plus entraîné, de plus en plus savant, de plus en plus averti des pièges qui l'attendent. Ça évoque aussi le jeu vidéo. Hein. C'est sûr, l'écriture est très très minutieuse pour pouvoir justifier toutes les folies possibles, inimaginables en termes de gags, quoi. Et c'est pas des gags jetés comme ça, comme tu disais, dans le vent. Il y a beaucoup de setup et de payoff après. Et en fait, bon, le film est un peu long. Peut-être que je m'avance un peu sur la vie finale. Je crois qu'il y a 1h40, un truc comme ça. Un peu plus. 1h48. Mais c'est vrai que moi, quand tu le revois plusieurs fois, il est un peu longué. Après, c'est toujours un plaisir. Mais j'ai entendu ces remarques sur les internets. Donc, je les partage ici. Je les comprends. En fait, cette structure qui est très longue est quand même nécessaire pour pouvoir vraiment créer, pas de la tension, mais de l'attente sur où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Et en fait, quasiment chaque gag, tu as de la répétition. Ça va être utilisé pour devenir de plus en plus drôle au fur et à mesure, ou de plus en plus absurde. Tu as des bulles de pensée, où tu as les étoiles typiques lorsqu'un personnage est sonné, il a reçu un coup, les étoiles lui tournent autour de la tête. Ce gag qui est vraiment inspiré de ce qu'on a chez Bibi P. Coyote, effectivement, chez Roadrunner, le fait que il voit des proies qu'il rêve de manger, et du coup il se met à les imaginer sous la forme de plats. Mais encore une fois, ça dérive vers le côté dégénéré texavriesque, quoi. À quel moment des castors deviennent des pizzas, voilà. C'est ou des bretzels. Enfin, c'est ça qui est. Moi, je trouve ça extrêmement drôle. On va aussi faire un petit peu d'humour par moment avec le matériel utilisé, donc notamment tout le côté, fourrure, mascotte, etc. Donc avec une scène de dépeçage body horroresque, mais avec où la fourreuse du coup dissèque complètement le raton laveur pour faire le costume, mais en fait c'est que des trucs en laine où elle va sortir des tripes, arracher le cœur et tout ça. Vraiment séquence presque gore, mais avec que de la laine, quoi, de la fourrure et tout ça. Et aussi quelques blagues quelques blagues un peu plus adultes, parce que voilà, c'est beaucoup de gags de cartoons pour enfants. Faut pas oublier que les cartoons des années 50 étaient aussi pour un public adulte, et du coup on trouve quelques gags un peu plus avant tout pour un public adulte, c'est ça, ouais. Bien sûr. Et donc là on retrouve des gags un peu plus en dessous de la ceinture dans ce film là, sans que ce soit non plus vulgaire, hein. Il y a le gag des lapins, évidemment c'est le coup classique il veut attirer un lapin avec un bonhomme de neige de lapine avec des gros seins et tout ça, et tu vois qu'en fait les deux lapins sont gays, donc ça marche pas. C'est plus moderne, ça, c'est plus à la Adult Swim, je trouve, mais oui, le fait de mettre une sexualité qu'on ne prêterait pas à des personnages de cartoon, que pour moi c'est un cartoon dans le film. Oui, il y a beaucoup de gags qui se permettent d'être un peu plus en dessous de la ceinture. Même si après le film, je pense, est quand même visionnable par un enfant, hein. Il n'y a pas de problème accompagné, hein. Pas plus que ce que vous pouviez voir à l'époque quand vous étiez sur le dimanche soir. Rappelez-vous, Philippe Dana, sa cartoon. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Vous n'allez pas tout comprendre, mais bon, c'est pas grave. Il y a finalement presque
plus de blagues caca que. Oui, il y a beaucoup de caca. Enfin, beaucoup. Il y a un peu de caca, c'est vrai, oui, un peu de caca. Oui, puis alors, il y a une scène de pole dance, effectivement, enfin, une scène de charme, en gros, la furieure qui essaye de charmer Jean Kayak, malgré les désapprobations de son papa. Et ça commence par en mode, ah, bah, en fait, elle montre juste un bout de peau, elle enlève sa chaussette, quoi. Donc, ouais, forcément, parce qu'on pense qu'à l'époque, même si c'est pas tout à fait vrai, parce que les pin-up dans les années 50, voilà, ça a toujours existé. Même si, effectivement, c'est peut-être plus vêtu que ce que vous aviez dans Playboy. Mais on se dit, ah, c'est rigolo, ça va pas aller plus loin. Et en fait, bah, ça va jusqu'à une séquence de pole dance où en fait, elle a des porte-jartelles en dessous, machin, et elle fait vraiment une séquence où on sent que l'actrice est musclée, en fait, elle a suffisamment, elle a une physicalité pour le faire, parce que oui, elle le fait vraiment, en fait. Et pour l'anecdote, ça a été tourné sur fond vert. Bah, en fait, le décor est bien présent, mais ils ont mis un fond vert devant, et l'actrice a refait cette séquence dans le pole dance où elle travaille, où ils ont réintégré ça sur le chalet qui a été tourné dans le nord du Wisconsin. Il y a énormément de séquences ils le disent beaucoup dans les petites interviews qu'ils ont données aux médias quand le film est sorti. Beaucoup de plans où on dit c'est que du fond vert, en fait. Souvent, c'est que l'avant-plan qui est le premier plan qui est le fond vert, en fait. Ils ont quand même tourné le maximum de choses dans le plus grand froid. Un dernier truc dont on peut parler, c'est que c'est vrai que on a parlé de toutes ces influences rétro, mais il y a aussi des grosses influences modernes qui est la culture geek, le jeu vidéo. Et là, ça regorge quand même pas mal de ces délires-là. Premier exemple qu'on a, c'est bien sûr le vendeur, qui est un peu le vendeur à la Zelda. Au lieu d'avoir des vrais prix avec des panneaux, etc., on a vraiment juste des dessins en mode, voilà... Première arme égale une pièce, deuxième arme égale 2 pièces, et par contre les autres armes c'est du loot, c'est première arme égale un castor mort, 3 castors morts, 2 castors, un lapin, un loup, etc. C'est vraiment très très con, donc le personnage qui va au fur et à mesure acheter toutes les armes les unes après les autres pour les utiliser. Le petit comparatif. Voilà, des fois c'est des trucs ridicules, il va crafter avec et les combiner. Il y a un système de warp, parce qu'un hub, il va découvrir très tôt dans le jeu, très tôt dans le film. Lapsus. Il va tomber sur différents trous de lapin qui lui permettent de se téléporter à plein d'endroits de la map, même si ça on va le désannoncer parce qu'il va finir par les boucher. Et en gros, il va se retrouver il a une map très complexe qui est donnée par l'espèce de chasseur Père Noël, quoi, qui est une grande carte, mais c'est une map de JDR, c'est vraiment le genre de grosse map ultra compliquée à noter avec la table des rencontres, etc. Qu'on te met dessus. Et lui, il va finalement la tège et faire une version très simplifiée, qui est en cercle, quoi, avec 7-8 zones différentes, quasiment correspondent à chaque fois à un tableau, et donc à chaque fois, il va faire le tour complet de la map en récupérant à chaque fois des objets et en les réutilisant autour. Là, il y a vraiment ce côté jeu vidéo, pas du point and click à la Monkey Island et tout ça. Oui, il va d'un panneau, il peut aller que de gauche vers la droite, et au fur et à mesure, en refaisant un tour complet, il a récupéré des objets qu'il va pouvoir réutiliser au premier tableau, etc. Il y a vraiment ce côté extrêmement ludique, encore une fois. Oui, le point and click, j'y avais pas pensé. Moi, j'étais resté sur Mario World, quoi, le world map de jeu de plateforme. Mais c'est vrai que oui, les point and click LucasArts avaient aussi des maps comme ça. Hein. Oui, dans Sam & Max et compagnie, comme tu l'as dit, dans Monkey Island, tout à fait. Et donc, effectivement. Tout ce côté geek va vraiment culminer dans le dernier acte, où là, c'est vraiment tout en fond vert, quoi, quasiment que de l'animation derrière, où là, il est vraiment dans la grande base des castors, et où ça part vraiment en couille. Et là, les références sont assez énormes. Là, on peut vous citer du Oddworld, tous ces petits jeux de plateforme très punitifs de l'époque. Il y a la séquence, ou même, et en même temps, c'est ça le truc, ça te montre vraiment à quel point tous les médias se regroupent. C'est que c'est à la fois du Oddworld, et en même temps, il y a ce côté Charlie Chaplin, les temps modernes avec les rouages et tout ça. Là, la citation est quasi directe. Ouais. Il y a des petites séquences sur les kayaks, sur l'espèce de rondin de bois qui fait presque du Mario Party, ou alors toi tu avais une autre référence, je ne sais plus laquelle. Moi je pensais à Battletoads. Moi ça me faisait penser aux séquences de courses d'obstacles dans les Battletoads, les Turbo Tunnel et compagnie. Mais effectivement dans les commentaires audio, ils citent Mario Party. C'est vraiment des Nintendo Fenzouz à donf. Mais bon, ouais. On sort de jeux vidéo
vidéo, il y a cette grande séquence de baston dans une petite cabane qui fait presque Evil Dead en quelque sorte en termes d'énergie. Oui, Plutôt Evil Dead 2. tout à fait. Et, Avec des grands angles aussi, pour déformer les perspectives. Oui, et ce jusqu'à la fin, on te fait un kaiju ou je ne sais quoi. J'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment tomber dessus. Et ça finit avec une technique de Mario 64. Tout à fait. Oui, voilà, on vous remet ce fabuleux catcheur là, Luis Rico. Ça c'est mon analyse personnelle, hein, mais je pense qu'on la partage. Je me dis ça parce que ça n'a pas été commenté par les auteurs du film. Mais je pense que c'est assez évident, et puis c'est tout à fait raccord avec le reste. Voilà. Et moi, en fait, ça m'a beaucoup surpris de voir ces influences de jeux vidéo-esques. Et je pensais au début que c'était moi qui avais des hallucinations, et en fait, quasiment tout ce que j'avais vu a été confirmé en fait par l'équipe. Donc je me dis, ok, ça marche. En fait, on a les mêmes références. Tout va bien. Je veux quand même appuyer, tu l'as dit, mais je veux appuyer là-dessus. Moi, je trouve ça génial, effectivement, de dire que quand on finit à travailler j'allais dire l'épure, c'est pas tout à fait l'épure, mais en tout cas, on simplifie les choses en termes de cinéma et on essaye de revenir à un cinéma des origines, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de dialogue, quoi. Un cinéma de mouvement. Et en fait, oui, c'est ça, effectivement. Oui, c'est la base du cinéma, oui. Avant qu'on invente le son, qu'on trouve la technique pour créer, avoir de la prise de son, post-synchro ou non d'ailleurs, hein. Tous les films étaient muets et donc on se retrouve que effectivement, tu l'as dit, Chaplin, on l'associe à Mario ou à Oddworld en fait. C'est ça qui est assez amusant. Une bonne façon, en tout cas, des jeux 2D, quoi, des jeux anciens. Une bonne façon de rappeler aux pisse-froids d'aujourd'hui que voilà, le jeu vidéo, le film, c'est le cinéma, ça a toujours été plus ou moins un peu rapproché, quoi. Oui, et c'est vrai que les jeux vidéo des années 80-90 avaient effectivement des moyens techniques limités, mais déjà à cette époque-là, essayer de se rapprocher du cinéma de manière plus ou moins prononcée. Les exemples tarte à la crème, je le cite parce que c'est mon pseudo. Il y a Another World qui effectivement essayait vraiment d'être un espèce de jeu film interactif, puis tous les jeux qui ont découlé après, les flashbacks, Oddworld en fait partie de ces jeux-là, ce qu'on appelait des cinématiques platformers, hein, donc ça veut quand même tout dire. Mais même sans aller dans ces extrémités-là, et moi l'un de mes grands chevals de bataille, c'est de rappeler que sans Rocky, on n'aurait jamais eu, parce que c'est la même époque, hein, sans les films Rocky, on n'aurait jamais eu Punch-Out de Nintendo, encore une fois. Sans Top Gun, on n'aurait pas eu Afterburner. Sans Conan le Barbare, on n'aurait pas eu Golden Axe. Et les exemples, il y en a 46 milliards. Hein. Les jeux vidéo, le meilleur exemple, pourquoi je l'ai pas cité, c'est Contra. Contra, c'est Arnold Schwarzenegger et Stallone qui sont dans la jungle de Predator en train de chasser le xénomorphe. Enfin, ils ont tout mis, quoi. Donc, en fait, c'est... Et si moi je devais raccrocher ça à ma passion des films d'horreur, je pourrais dire pareil, Resident Evil qui est inspiré lui-même d'un film japonais très connu, ou encore... j'ai plus le nom, mais oui, tout à fait. Et aussi d'un côté, pour revenir sur des trucs plus occidentaux, Clock Tower, par exemple, qui était totalement inspiré des films de Dario Argento. Complètement, c'est complètement Suspiria, ouais, tout à fait. Qui a donné plein d'émules à côté, les Hunting Ground, les Project Zero, enfin tous ces trucs-là. C'est qu'encore une fois, même si tout est très ludique et que tu peux reprendre au premier degré, il y a une vraie, il y a une espèce d'amalgame en fait de plein de cultures et de médias qui en fait ont l'air d'être. Alors, toute proportion gardée, ça m'évoque ce que faisaient les Wachowski sur Matrix, même si c'était peut-être des choses qui étaient un peu plus nobles. C'est on met sur le même plan Matrix, et on met sur le même plan les films de kung-fu et la philosophie quantique, tu vois, quelque part, ou la philosophie, ou les mythes, la mythologie grecque. Et là, c'est un peu cette logique de on met sur le même plan des vieux jeux vidéo des années 80 et le slapstick à la Buster Keaton ou à la Charlie Chaplin ou voilà, ou que sais-je, ou Laurel et Hardy, quoi. Le fait que tu peux faire des grands écarts. C'est-à-dire, c'est savoir que on n'est pas forcément tous des obsessionnels d'une seule culture. On peut effectivement, c'est ce qu'on essaye un peu de faire à notre échelle dans ce podcast, de montrer que on peut s'intéresser à plusieurs choses. Vous avez compris, on a tous les deux nos spécialités en termes de cinéma, et que ce n'est pas sale de se mouiller des choses qu'on ne connaît pas, et que parfois on trouve des parallèles qui sont, en fait, qui paraissent évidents alors qu'on les avait pas forcément en tête avant, et que c'est bien de ne pas. Je retourne sur les Wachowski. Être pédant et être hautain par rapport à une culture qui nous paraît moins noble qu'une autre. Là, on peut dire, Mario, c'est beaucoup moins noble que Charlie Chaplin. En fait, c'est un peu con parce que c'est se passer d'une imagerie, en fait, qui est tout à fait compatible et qui permet en plus de réaliser des films extrêmement sympathiques et très très drôles. Donc voilà, je voulais juste mettre l'accent dessus. Ça me paraissait important.
avant de peut-être donner notre avis final, bon, c'est un film que marchouillé, hein, alors, j'ai pas eu les chiffres en tête, je ne sais pas combien il a pu gagner. Par contre, au final, moi je peux juste vous dire que 23 nominations dans les différents festivals et 23 victoires, Oui. donc... Alors oui, dans les festivals, c'est mal. hallucinant. Le film, Pas c'est mal, vraiment hein. fait remarquer. Ouais. C'est vraiment... c'est pour des films comme ça qu'existe chez nous le terme de OFNI, hein, de objet filmique non identifié. C'est clairement Oui. cette catégorie-là. Oui, on avait dit 150 000 $ le budget et bon, le film a rapporté 1,3 million de dollars. Il est rentabilisé. Bien. Il faut dire aussi que le film a fait le tour des festivals. Il a eu la chance d'avoir une exploitation classique aux États-Unis, en tout cas, et comme on dit aux États-Unis, due to popular demand, il a eu un an plus tard une ressortie en salle le temps de quelques jours qui a extrêmement bien marché. Et ça, c'est... Il y a une bande-annonce, ils ont fait une bande-annonce exprès, ouais, ils en ont profité à fond. Donc c'est complètement hallucinant. Bon bah voilà quoi, ils ont réussi à faire leur beurre sur ce petit film. Alors qu'en France, plus c'était distribué dans les festivals, hein, c'est vraiment du gros film de On festival. n'a pas eu de sortie, ouais. Toi, tu as pu le voir à Alors, Mauvais Tour, il a eu aussi un très grand succès au Festival Et de Gérardmer. Prix du public jeune à Mauvais Tour, ce film. Gérardmer, il est passé à Gérardmer, ouais, ok. Ça, je suis pas étonné. Dans la nuit Oui, des oui, Calais, plus précisément. Donc le film est quand même sorti il y a un petit moment, hein, je reprends mes notes, 2022. 2022, le temps qu'il fasse le tour des festivals et qu'il a sa sortie vidéo, en tout cas en France, on arrive en 2024, quoi. Mais le truc, c'est que je pense qu'ils ont dû se reposer un petit peu, mais ils sont déjà repartis sur, en tout cas, Ryan Hughes est parti sur un nouveau film, The Oriental Snatch. Ça a été annoncé, il y a une page Instagram et un site dédié où vous pouvez un espèce d'appel à financement participatif, même si le film est déjà en train d'être tourné. J'ai pas tous les détails, j'avoue que j'ai pas fait des recherches très approfondies, mais si j'ai bien compris, l'argent que vous pouvez donner maintenant, c'est plus pour ce qui va être la distribution du film et aussi un peu la post-prod. Mais le film est déjà écrit, storyboardé, en tournage, peut-être fini pour le tournage à l'heure où je vous parle. Donc voilà, The Oriental Snatch, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et Ryan Hughes, donc il est à la réalisation, et annonce que ce sera son 3e, en considérant que Island of Beavers était en tout cas une coécriture, donc un peu son 2e film, son 3e et dernier film. Donc j'ai vu beaucoup de gens en être attristés. Étrange que le mec dise qu'il veut faire autre chose après, mais c'est son droit. Évidemment, je pense qu'on va surveiller un peu ça ici. J'ai cru comprendre que le pitch, c'est que c'est encore une espèce de pastiche de vieux film. Là, en gros, c'est les films d'espionnage à la James Bond, si j'ai bien compris. Peut-être un peu d'arts martiaux hongkongais, parce que j'ai cru comprendre que c'est un truc qu'ils adoraient faire. Hein. La séquence dans la cabane, elle est Evil Dead, c'est aussi une séquence de kung-fu complètement délirante. C'est pas du Jackie Chan, évidemment. Hein. C'était plus du Buzz Spencer et Terence Hill avec des explosions en plus, mais on sent quand même qu'ils aiment les séquences d'action débiles et drôles. Donc on verra. Pour ce qui est de Mike Cheslick, donc le vrai réalisateur de Hundred of Beavers, on n'a pas d'infos. J'ai cru comprendre qu'il n'est pas sur The Oriental Snatch, sauf si je dis une bêtise. Donc est-ce qu'il fait un autre truc? Je pense que oui. On verra bien ce qu'il en sera, mais en tout cas c'est deux personnes qu'on va suivre avec attention dans les prochaines années, je pense. Ah, et je vous conseille aussi de voir, c'est bien. juste pour le dire, je vous conseille de regarder toutes les fausses affiches qu'ils ont fait pour Hundred of Beavers parce que c'est assez savoureux. Allez voir le compte Instagram de Hundred of Beavers. J'en ai partagé quelques-unes pour annoncer le podcast. Voilà, mais oui. Encore une fois, il a beaucoup de temps. Enfin, c'est pas du temps à perdre. C'est pas du temps à perdre. Mais voilà, on voit que Mike Cheslick, c'est un mec qui maîtrise vraiment très bien After Effects et qui s'amuse beaucoup dessus. C'est bien beau tout ça, mais peut-être qu'on peut dégager un avis final. Tout à fait. Je te laisse reprendre la main et je continuerai juste derrière. Je pense que nous sommes sur un tiercé gagnant pour ma part. Hein. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un j'aime plus. Je le conseillerais au premier à tout venant. Hein. Si vous êtes plus jeune, ça va vous faire marrer. Vous avez de la culture vidéoludique et filmique, ça va vous marrer. Vous aimez un peu l'aspect rétro, vous allez vous marrer. Enfin voilà quoi, il y a de grandes chances que ça vous plaise. Et oui, je le reverrai, hein, clairement. Peut-être que je devrais essayer de le revoir avec ma copine. Hein. Ça peut être amusant de voir sa réaction. Je pense que je suis
Ouais, je suis pareil que toi. C'est-à-dire que oui, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup plus aimé le revoir 3 fois de suite que Lake Michigan Monster. Donc, et là, je captais des gags que j'avais, notamment en termes de setup payoff. J'étais beaucoup plus attentif, en tout cas, à l'écriture des gags. Donc, je le reverrai encore une fois. Il n'y a pas de problème. Je trouve le film très très agréable à revoir plusieurs fois. Et je le recommande, pareil, à tout le monde. Et oui, je pense que c'est vraiment un film qui est en plus relativement accessible. Hein. On a fait un peu les pédants en ramenant tout un historique de cinéma, mais vous n'avez pas besoin en fait. Vraiment, si vous aimez juste l'humour physique, sans prise de tête et juste rigoler en fait. Et encore une fois, à tout âge, hein, vraiment, le film est abordable très très jeune. Hein. Il y a quelques gags un peu en dessous de la ceinture, il y a quelques références quelques références. Il y a l'alcool est un fil rouge en début et à la fin du film, mais je pense quand même que c'est tout à fait. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. Vos gosses, ils passent la journée sur TikTok. C'est pas plus grave que TikTok quand même. Exactement. C'est vrai que si tu vois ça par rapport à un public plus jeune, un public contemporain. Ouais, peut-être qu'il y aura toujours des connards qui trouveront à redire, mais pour moi c'est vraiment pour un public jeune de notre époque, de nous quand on était jeunes, c'est parfait, parce que c'est vraiment le truc typique des Animaniacs ou des films, des séries dans ce genre-là où ça plaît un public jeune, puis t'as 2-3 gars que le gamin n'est pas comprendre, mais le parent ou le babysitter qui est à côté, quand même. Yes. Un babysitter. Oui, c'est dans cet esprit-là, donc il n'y a rien de choquant, quoi, je pense. En tout cas, j'estime que. Donc voilà, triplé gagnant également pour moi, tiercé gagnant, j'aime, je reverrai et je recommande à tout le monde. Et c'est plus recommandable que Pantheon Stalking, évidemment, parce que c'est moins choquant. Et je remets donc à ce film 3 litres d'huile de castor sur 20. J'accuse sur 20. Ah, très bien, ça. Et on a fait beaucoup de pubs pour Carib Distribution, mais le film est aussi visible en streaming sur Shadows. Les 2 films sur Shadows, si vous voulez les voir, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Blu-ray. Ils avaient sorti les 2 juste à la fin de septembre, donc avant de commencer vraiment leur 31 jours d'horreur finalement. Et voilà, ça fait plaisir parce que clairement c'est ni un film d'horreur, ni un thriller, ni de la science-fiction. Ça n'a, même si Shadows est très étendu dans leur thématique, celui-ci correspondait à vraiment aucune. Donc c'est tout à leur honneur d'avoir pu proposer ça sur leur catalogue et il faut en profiter. Ça reste du film de genre dans le genre que c'est tellement indéfinissable dans le paysage cinématographique de 2025 que voilà, faut bien faire comme on peut. Mais on vous adore Shadows, il n'y a pas de problème. Merci à vous. Ça conclut cet épisode. On s'est bien marré. On a balancé toute notre culture, tous nos petits délires personnels. Dès qu'on peut, alors peut-être, je sais pas si on peut fixer une date pour l'instant, on va savoir. Le prochain numéro, ouais. Prochain numéro, je ne sais pas, mais on aura sûrement le gros débrief du FEFS. Voilà, au moins on va l'enregistrer. Je le sortirai pas tout de suite si je les sors en audio, ce sera découpé bien sûr, et ce sera, je pense, après que nous ayons sorti tous les reels. Et donc pour le prochain vrai épisode, donc pas un hors-série, on continuera dans du Check-in Core. On va parler d'une tes grandes passions, donc les dessins animés, les films d'animation d'époque. Et on parlera d'un bonhomme, d'un très grand animateur qui aime beaucoup les souris. Pas celui-là, non, vous le rangez celui-ci. Non, l'autre. Bloss, tout à fait. Et il y a un peu de fantastique et un peu de frayeur et de trauma en plus. Donc, exactement. On va dire que ça va amener vers l'horreur gentiment comme ça. On va dire ça comme ça. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, on vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, où vous revoyez cette rediffusion, etc. Et nous reverrons lorsque notre péloche pleurera.